C'est le principe de cet échange. Je m'appelle Madame Goldstein Madeleine, née Éléphant. Je suis née le 9 septembre 1921 à la Rivoisière, Paris 10e. À l'époque où je suis née, mes parents habitaient un malheureux 2 pièces, je crois, rue du Nord, qui donne dans la rue Boineau, dans le 18e. Ma mère avait fait venir son père et sa mère de Pologne, mais ils n'ont pas résisté au déracinement. Ils sont morts assez vite l'un derrière l'autre. En 10 mois de temps, ils sont partis tous les deux. Ils sont à Bagneux. Vos grands-parents? Les parents de ma mère, qui s'appelait Zimmermann. Que voulez-vous? Alors, que faisait-on dans la famille? Quels étaient les métiers ou les professions exercées par vos parents, par vos grands-parents? De quel milieu êtes-vous Mes issus? grands-parents, je crois savoir que mon grand-père était cordonnier en Pologne. Ma mère était ménagère. Hein. Elle a eu un fils et 3 filles. Elle passait le plus clair de son temps à la cuisine, à faire les gefilte fish, etc. Pour nous et pour en distribuer. Mon père était tailleur pour dames. C'est-à-dire qu'il fabriquait et qu'il allait vendre au carreau du Temple ensuite. 2 métiers en un, si vous voulez. Quand j'ai eu 3 ans, nous sommes partis habiter 34 rue Ramet, toujours dans le 18e. C'est là que mon père a pu avoir et l'appartement et l'atelier en un tenant. C'était quand même plus confortable pour eux. Donc, vos grands-parents étaient venus à Paris à l'initiative de vos parents, mais vos parents, quand est-ce qu'ils sont arrivés en France et dans quelles conditions? Ben écoutez, je pense ils sont arrivés parce qu'il y avait des pogroms en Pologne. Hein, sinon, ils ne seraient pas partis s'ils avaient été heureux là-bas. Je pense que mon frère aîné et ma sœur aînée sont peut-être nés en Pologne. Il n'y a que moi-même et ma plus jeune sœur qui sommes nés en France. Moi, j'ai été d'ailleurs déclarée française par déclaration. Mon père s'est ensuite fait naturaliser. Et puis ensuite, ils se sont aperçus qu'ils étaient concubins aussi, qu'ils n'avaient fait que le mariage religieux, que ça ne comptait pas en France. Ils se sont précipités à la mairie du 18e pour régulariser. Ils ont eu donc un seul garçon, l'aîné, qui a fait une ostéomyélose et il a passé 6 années à Berck-Plage. On en découpait un petit bout à chaque fois. À la fin, on voulait l'amputer, il n'a pas voulu. Il a dit qu'il voulait qu'on le mette entier dans son cercueil. Que s'il s'en tirait, il ferait médecine. Bon, ça, c'est autre chose. Et moi, à l'époque, quand il est mort, au moment où il allait mourir, j'accompagnais ma mère pour lui porter de la nourriture autre que celle de l'hôpital. On prenait 2 mois à chaque fois de vacances à Berck pour aller le voir et lui porter de la nourriture. Je l'ai entendu dire à ma mère que ce n'était pas une mère, que si elle était une mère, elle serait venue avec un revolver, elle l'aurait achevé. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment dans les histoires de femmes qui veulent qu'on achève leurs gosses qui souffrent. Alors, si on parle un peu de l'histoire de votre famille, là aussi, comment vos parents vous parlent de leur origine polonaise? D'abord, dans quelle région de Pologne? De quelle région de Pologne sont-ils Ils étaient issus? tous les deux d'une petite ville qui s'appelait Siedlec. S-I-E-D-L-E-C, je pense. Tous les gens d'origine de là-bas ont dû se faire joyeusement massacrer. Pas mal de gens sont venus en France, puisque dans les sociétés de secours mutuels, je crois qu'il y a même 2 organisations qui s'appellent les originaires de Siedlec ou les amis de Siedlec, vous voyez. Ils nous ont toujours dit qu'avec les Polonais, c'était quelque chose d'infernal. Pour un oui, pour un non. Mon grand-père, qui était cordonnier, lorsqu'il se présentait pour qu'on lui paye les réparations qu'il avait effectuées, assez souvent, on le recevait avec un coup de pied dans le derrière, en guise de règlement.
Non, c'était pas vivable. Donc, c'est l'antisémitisme et c'est la misère qui les ont chassés de là-bas. C'est à peu près à quelle époque? C'est après la Première Guerre mondiale? Ma sœur est née en 1915, ils sont arrivés en 1920. Et moi, je suis née en 21. Quoi vous dire d'autre? Donc Qu'est-ce que vous voulez vous savoir? grandissez dans le 18e arrondissement. Dans le 18e. Dans quel environnement? Quels sont les amis de la famille? Ah ben, ma mère avait une, deux, trois sœurs et un frère. Une grande tante qui était boulangère dans le coin, dans le quartier. C'était une maison où on mangeait cachère. On allumait les bougies tous les vendredis soirs. Quand mon frère était malade, ma mère m'envoyait porter des cierges à la synagogue pour essayer de conjurer le mauvais sort, si vous voulez, et demander la guérison de son garçon. Et un jour, je me suis tournée et je me suis aperçue que les bougies que j'avais apportées avaient été immédiatement éteintes dans mon dos. Ils ne les avaient pas laissées se consumer. C'est vous dire la riche idée que j'ai eue aussi très jeune de ce que pouvait être la religion. Ma mère a perdu la foi quand son garçon est mort. Après tant d'années de souffrance, du jour au lendemain, elle a voilé la photo qui était dans le mur, au mur de la salle à manger. Et puis, ça a été fini de tout ça. Elle ne croyait plus en rien, c'était fini. Et votre père? Mon père était un brave homme, il y a longtemps, plus moderne qu'elle, il y a longtemps, il avait compris les choses. Le matin du Kippour, le jour où on jeûne, il venait vers mon lit, il m'apportait une tranche de 4 quarts, Laker, en yiddish, avec un petit verre d'une liqueur russe. C'était une bouteille dorée avec des cerises dessus. Et il me donnait, tu manges ça, tu bois ça, ça t'aidera à tenir jusqu'à midi. Mais que lui n'était pas dupe. Donc les fêtes religieuses chez vous à la maison? Elles ont été longtemps un rassemblement des oncles et tantes. Ma mère était une excellente cuisinière et les gens étaient contents de se retrouver à sa table. Ça, pendant quelques années, c'est ça que j'ai connu, de 3 à 10 ans. Donc ça, c'était un contexte plutôt familial, festif et social que strictement pratiquant ou... Ah non, 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 c'était pas des ultras, c'était pas des Lubavitch, hein, c'était pas des orthodoxes. Non, non. À l'époque, il y avait pas mal de synagogues dans le 18e, pas mal de bouchers cachères, d'épiceries cachères, des bouchers, bien entendu. Non, non, il y a eu une vie juive très importante dans le 18e arrondissement. Et autour de vous, y compris dans votre famille, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu militants, impliqués dans des organisations politiques ou syndicales ou Non, je crois. Les gens se sont occupés de gagner leur vie. C'était le travail, hein, élever les enfants du mieux possible. C'est-à-dire, il n'y avait pas de bundistes ou de... Non, pas chez nous. Je sais que ça existait, il y en avait, mais pas chez nous. Mon père n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça, il s'occupait d'autant plus que la sécurité sociale n'existait pas et que tous les frais occasionnés par les 6 années de maladie de mon frère, c'est lui qui devait les couvrir, ces frais-là. Hein, il n'y avait pas question de remboursement. La seule chose qui était pas mal, c'était ces petites sociétés de secours mutuels qui s'entraidaient un petit peu. Il y avait un docteur dans le quartier, il y avait un pharmacien, il y avait des gens qui allaient visiter les malades de la société. Et puis ils avaient fini par acheter donc un terrain, c'était le principal but, et des caveaux à Bagneux. Alors on organisait quelquefois des petites fêtes avec des buffets, chacun mettait la main à la pâte. Mon père le premier, je l'ai toujours vu cuire des dindes et les découper, et lui les achetait, mais il les revendait lors de la fête, et c'était tout bénéfice pour faire vivre la société. S'il y avait une jeune fille à marier sans dot, les gens s'organisaient pour qu'elle ne parte pas sans 4 casseroles. Donc c'est ça en fait, c'était une sorte de réseau associatif, hein, d'amical, d'entraide, hein, à l'intérieur de la... Tout à fait. Déjà, ils n'auraient pas pu faire, par exemple, un simple enterrement. Personne n'avait les moyens de s'offrir un terrain, un caveau.
Donc, c'était des caveaux de 16 places, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. À l'heure actuelle, d'ailleurs, il y en a encore 1, 2, 3, il y a 4 caveaux à Bagneux. Avant Bagneux, ils avaient quelque chose à Pantin, mais ça a été inondé. C'était plus, il restait des places, mais on n'a pas pu s'en servir. Je le sais d'autant plus que pendant des années, en revenant de la déportation, je leur ai servi de secrétaire. Il n'y a que quand, en 89, j'ai eu une grave opération, que j'ai laissé la place à une cousine et je ne pouvais plus m'occuper. C'était pas un travail énorme, mais c'était un travail quand même que je ne pouvais plus garantir. Donc c'était un travail que vous Bénévole, effectuiez. bien sûr. Ouais, d'accord, Bon, oui. pour cette Et alors, association. j'envoyais les convocations. Qu'est-ce qu'on faisait? Fallait remplir des papiers administratifs chaque année, parce que la ville voulait savoir exactement qui on était, de quoi on vivait, etc. Dans les années de votre enfance, les membres de ces amicales, de ces sociétés, sont qui en général? C'est quelles personnes sont... Bon, vous savez, il y avait là-dedans beaucoup de tailleurs, bien sûr, hein, des maroquiniers, des chapeliers. Mais ce sont essentiellement des juifs de l'émigration polonaise. Voilà, voilà. Alors, il y avait des presseurs, il y avait des mécaniciens, il y avait des finisseuses. Et alors, ces gens-là, le soir, se transformaient en troupe théâtrale. Et pour arrondir les fins de mois, après leur métier de jour, eh ben, ils donnaient un spectacle. Ils louaient une scène. Je vous parlais des synagogues, elles n'étaient pas suffisamment nombreuses à l'occasion des fêtes notamment, et on louait des salles de cinéma pour que tout le monde puisse entrer. Donc à cette époque, dans votre enfance, à la maison, avec vos parents, avec vos amis, on parle quelle langue? Ah, ben, yiddish. Yiddish, ma mère surtout. Mon père devait se débrouiller mieux, puisque quand il allait vendre au carreau du temple, il fallait bien qu'il se débrouille en français. Mais elle est cantonnée à sa maison et à ses casseroles. D'ailleurs, au moment de la guerre, la déclaration de la guerre, elle est partie en Bretagne avec ma plus jeune sœur. Et là où elle a échoué, le curé du village lui a dit « C'est curieux, vous avez un drôle d'accent, madame. » Elle lui a dit « C'est l'accent de Montmartre. » Parce qu'elle parlait un drôle de français. Au fond, elle parlait le yiddish de Montmartre. Elle essayait de parler un peu français, mais c'est un désastre. Là. Alors, parlons encore un moment de votre enfance, peut-être de la scolarité ou de la vie, des lieux dans votre vie où on parle le français, justement. Quelles sont vos relations avec l'école, avec les amis à l'école? C'est grâce à l'école que j'ai pu parler vraiment en français. Déjà, ma mère me mettait à la garderie. Aujourd'hui, à l'école maternelle, on fait des tas de choses, mais à l'époque, on asseyait les gosses et ils attendaient la sortie de 4 heures pour que les parents les ramassent. On n'y faisait strictement rien. Donc, il y a donc eu la maternelle, ça je me rappelle. Il y a eu l'école communale, différentes écoles. J'ai fait la rue Clignancourt, la rue Duhem, j'ai fait la rue Ferdinand Flocon. Toujours 18e dans le coin, hein, pour différents motifs. Je ne sais pas trop pourquoi j'en ai changé. Puis ma foi, j'ai fait le certificat d'études avec mention. Ma mère l'a encadré et elle l'a mise au mur de la salle à manger, tellement elle était fière. Il n'était pas question que les parents nous donnent un coup de main pour les devoirs. Il fallait se débrouiller. Et alors là, il y a une organisation qui nous aidait un peu, qui nous soutenait. Justement, on sortait à 4 heures, on se rendait dans un lieu où à la fois on apprenait l'hébreu pour celui qui voulait et où on aidait les enfants dans leurs devoirs. Je suis une fille d'immigrés. Et vous vous souvenez du nom de cette organisation ou des responsables ou qu'est-ce que c'était cette organisation? Est-ce que c'était une amicale encore ou... C'était une espèce de local, non un simple local religieux. Je ne pense pas qu'il y avait Passage Nobel, c'était dans le 18e. Ça donne dans la rue Lamarck. Et c'est d'ailleurs là aussi que j'ai appris autre chose que l'hébreu. J'ai rencontré mon mari là. Hein, c'est très curieux parce que ma fille a rencontré son époux actuel dans un cours d'hébreu. Nous, ça mène à tout.
Donc vous vous êtes rencontrés dans un cours d'hébreu avec Monsieur Goldstein. Oui, il venait lui, après, il a travaillé très jeune. Et après son travail, il venait me rejoindre, en somme, dans ce cours. Il venait me chercher. Quel âge vous avez quand vous vous rencontrez? Il avait 12 ans, j'en avais 11. Ah, on a 11 mois d'écart. Donc ça se passe en 1932, 33. 21, ou c'est ça, 32. Et alors, si j'évoque aussi le contexte de votre vie sociale, de l'école, etc., c'est que là, on est au début des années 30, on est dans une période qui est déjà très agitée, très tendue. Il y a des ligues fascistes en France, il y a la montée de l'extrême droite et des nazis en Allemagne. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous percevez l'antisémitisme, par Oui, je vais vous exemple? dire comment. Dans le passage Ramey, il y avait une femme juive allemande, réfugiée, qui faisait des corsets, qui faisait un peu de couture. Et ma mère lui donnait la préférence, elle lui donnait du travail, elle m'amenait. C'est toujours elle qui m'a fait mes robes, toujours la même et la pareille, dans le même tissu. Quand une était usée, elle m'en refaisait une autre, vous voyez. Ou alors j'héritais des affaires de ma sœur aînée qui m'allaient. Bon, ça lui allait très bien, elle, mais pas moi. Mais enfin, bref. C'était comme ça. On n'était pas chez les Rothschild. Hein. Ça pouvait paraître chic pour mon mari qui habitait un 6e, une pièce, mais en réalité, mon père était grevé de dettes. Il a fini par faire un manteau de fourrure à ma mère, mais en achetant peau par peau. Quand il avait fait ce qui s'appelait une bonne saison, il se faisait mettre une peau chez un copain avec son nom dessus, à l'arrière, et quand il y a eu suffisamment de peau, elle a eu son manteau. Je vous dis pas le temps que ça a mis. Donc, est-ce que vous avez perçu la xénophobie, le racisme qui existe à cette époque-là, dont on trouve de nombreuses traces dans la presse, par exemple, mais ailleurs? Est-ce que vous, dans votre vie, en tant qu'enfant, vous ressentez cette situation? Pas tellement. Pas tellement. Je sais que mon père a eu affaire avec une. Il était au 2e étage d'un bâtiment sur cour Ramey. Et la personne qui était en dessous de chez nous au premier lui a cherché des poux dans la tête, disant qu'il était bruyant et qu'il n'avait pas le droit d'exercer son métier. Mon père est allé trouver le gérant de l'immeuble pour lui demander un bail l'autorisant à travailler. Il l'a obtenu d'ailleurs. Et je ne pense pas que c'était de l'antisémitisme. Cette femme-là, elle avait peut-être seulement marre d'entendre les machines à coudre tourner. C'est possible. Donc, vous voyez, pas automatiquement, je la traite d'antisémite, celle-là. Donc les années 30, est-ce qu'on peut évoquer aussi ça? Alors vous êtes encore très jeune, mais on a évoqué à quelques moments dans la rencontre avec Jacques Goldstein ce matin le climat de 1934, de la guerre d'Espagne. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde? Moins que lui, parce que lui, en tant que garçon peut-être, et puis plus libre que moi. Moi, j'étais confinée un peu à la maison. Hein. Ma mère me lâchait pas facile. J'ai fait une année de scoutisme, une journée. Et puis, elle m'a récupérée. Elle n'admettait pas une journée de camping. J'étais pas aussi libre. Et lui, en plus, entre garçons, dans leur bande, ils n'hésitaient pas à aller s'empoigner avec les gens, rue du Poteau, tout ça, place Jules Geoffrin, face à la mairie du 18e. Lui s'est plus rendu compte de ce qui se passait que moi. Par exemple, l'accession au pouvoir des nazis, vous en parlez dans la famille? Je l'ai su, je vous dis, au travers des immigrés. Quand les gens ont commencé à rappliquer en France. Il y aurait eu un film là-dessus, Deux femmes à Paris, avec la fille à Depardieu et la fille à Boringer. Et j'ai donné la réplique à la petite Boringer. Il était question d'un bureau d'accueil des immigrés. Et on cherchait à les loger, à leur donner du travail, etc. C'était pas mal fait comme reconstitution d'une certaine époque.
Alors vous mentionnez cette couturière juive allemande, Oui, vous m'avez oui, dit. oui, oui. En fait, sont essentiellement des Allemands, des Juifs allemands. Bah, D'où ça a viennent été, ces immigrés dont vous parlez? ça a été beaucoup des Allemands, les premiers qui ont été pourchassés là-bas. Ils s'en sont pris aux Polonais quand ils ont mis un pied en Pologne. Mais tout de suite, ils avaient sous la main leurs propres juifs, qui étaient d'ailleurs tellement... L'Allemagne, pour eux, c'est très nationaliste. Hein. Ils étaient tous... Ils s'imaginaient que ça les mettait à l'abri. Donc, est-ce que vous entendez parler aussi de 1938, de ce qui se passe en 1938, c'est-à-dire de la menace très proche d'une guerre à cette époque, ou de la nuit de cristal, le 9 novembre? Est-ce que ces épisodes vous arrivent? Est-ce que, en gros, vous sentez Ben, vous qu'il savez y qu'en a un visage de 38, l'Europe qui se modifie? en 38, je suis pas loin de me marier et d'être enceinte, d'avoir un gosse et tout. J'avais déjà l'esprit préoccupé. Et bon, aussi, j'avais eu à trouver du travail. Et je travaillais comme secrétaire aux Champs-Élysées, au-dessus du Fouquet's, dans un journal égyptien à l'Aram. Et j'y suis restée peu de temps parce que le gardien de l'immeuble a immédiatement signalé au-dessus à des Suisses qui vendaient de la peinture, Nitrolac, qui avaient chez les Arabes en bas quelqu'un de pas mal du tout. Ils m'ont débauché. Ils m'ont offert un meilleur salaire et je suis partie de chez Al-Aram. Et c'était... D'ailleurs, c'est mon patron qui m'a offert le lit du bébé. Mais ça ne l'empêchait pas de me laisser monter à l'échelle, remuer les pots de peinture pour faire l'inventaire. Le commerce, c'est le commerce, mais à côté de ça, il avait quand même un petit sentiment. Alors, vous avez évoqué votre mariage. Est-ce qu'on peut parler de ce moment important dans votre vie, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que la date est aussi Le importante? 5 octobre 1939, salle des mariages de la mairie du 18e. 250 femmes, pratiquement, très peu d'hommes. Les hommes étaient déjà partis au front. Et les femmes venaient se marier avec l'autorisation écrite du soldat. Elle régularisait, elle devait être dans mon cas, je suppose. Et il n'y avait pas la place des témoins, d'ailleurs. Et le maire, une fois pour toutes, a dit, vous connaissez le code numéro tant, tant, tant et tant. On a toutes répondu oui. Hein, bon. Et puis on était mariés. Et mon père nous a emmenés, mon mari et moi, ma mère était déjà avec la petite sœur en Bretagne, faire un déjeuner à la brasserie Georges, rue Gustine. Et puis les ouvrières de l'atelier m'ont offert une casserole, elles se sont cotisées. Ça, c'était la liste de mariage. Notre nuit de noces, c'était dans un hôtel en face des Galeries Lafayette. Et il y avait déjà des alertes, figurez-vous, de nuit. Vous croyez qu'on est descendu en bas, dans les caves? Pas du tout, on n'a pas bougé. Donc, Alors, c'est un mariage spécial. oui. Donc votre mari, à ce moment-là, est-ce qu'il est sur le point de partir? Est-ce qu'il est mobilisable? Comment ça se passe? Oui, il est mobilisable et il est parti sur les routes de commissariat de gendarmerie en gendarmerie, puisque c'était les ordres. Fichez le camp, les Allemands arrivent. Il avait passé son conseil de révision. Il était en principe bon pour le service, mais ça a été tellement... La guerre est claire, c'est bien le cas de le dire. Et à chaque gendarmerie, on leur disait allez plus loin, et il s'est retrouvé à Châtellerault. Et puis, ma foi, la guerre était finie. Donc à ce moment-là, vous êtes toujours à Paris. Alors, j'habite avec mon père, qui est veuf. Ma mère est décédée d'une congestion cérébrale, là, au début de la guerre. D'ailleurs, déjà, il n'y avait pas de quoi l'emmener à Bichat. C'est à Bichat qu'elle est décédée. Et quand on a fini par l'emmener, on l'a laissé dans un couloir, sans même, par exemple, lui entailler l'oreille. Ça aurait suffi peut-être pour la sauver. Mais les gens avaient déjà la tête tout à fait ailleurs. Hein. C'était pour eux accessoire. Nous, on est arrivés à l'heure de la visite voir ma mère. On lui avait mis des barres par chaque côté du lit. Hein, et on nous a pas dit, mais restez là, elle est en train d'y passer. Non, non, on nous a laissé repartir. Et quand je suis arrivée chez mon père sur le palier, il y avait déjà
le gars des pompes funèbres qui était là, c'est lui qui nous a annoncé qu'elle était décédée. Je ne vous dis pas, le choc, ça a été quelque chose d'épouvantable. Ils étaient de mèche avec les infirmiers quelque part, pour être aussi vite renseignés, qu'il y avait un bon travail pour eux. Donc, vous êtes donc à Paris à cette époque-là, et mon mari, là, lui, était descendu en zone libre. Et bien, quand ma mère est morte, il n'était pas là. Elle est morte en mars 41. donc en mars 41, vous êtes encore à Paris. Je suis encore à Paris. En Paris occupé. Voilà. Et puis mon mari, lui, il a repassé la ligne pour revenir me prendre avec le bébé, pour me redescendre à Lyon. Si vous voulez, il a passé 3 fois la ligne, une fois tout seul, et puis il est revenu, et puis il est reparti avec moi et le bébé. On a laissé mon père avec ma plus jeune sœur, qui, eux, se sont fait prendre, ont été dénoncés. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait des passeurs doubles. Ils prenaient de l'argent pour passer les gens, et puis de l'autre côté, ils reprenaient de l'argent pour les remettre aux Allemands. C'était une bonne opération. Alors expliquez-moi ce qui arrive à votre père et votre sœur, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? À quelle époque? Ah ben pour eux deux, ils ont dû se faire ramasser en février 42. Je connais pas par cœur. Mon père a été déporté en septembre 42. Entre-temps, il a navigué, Angoulême, Pithiviers, vous voyez, on l'a trimballé pas mal. La petite a été récupérée par la Croix-Rouge et remise à des fermiers. Et ces fermiers ont fini par la remettre à ma sœur aînée à Lyon. Alors c'est là que, bon, j'ai compris beaucoup plus tard, elle me l'a expliqué beaucoup plus tard, ma plus jeune sœur, qu'elle n'y a pas été tellement heureuse chez la sœur aînée. Elle a été secrétaire, bonne à tout faire. On a eu un jour droit à une indemnité pour l'appartement de mon père. Ça a été payé 18 ans après la fin de la guerre. Et il y avait, je crois que c'était, mettons, 6 millions. Hein. Donc ça faisait 2 millions par enfant. Une pour mon aîné, une pour moi et une pour la petite. J'ai donné 2 parts à ma grande. Et ben, elle les a gardées pour elle. Je l'ai su à très peu d'années. Elle ne m'a jamais rien donné. Ça veut dire que votre père et votre sœur ont été raflés. Oui. Et l'appartement, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors l'appartement, c'est un oncle qui a fait main basse dessus. C'était une location, il faut vous dire. Et puis, qui ne voulait pas le lâcher. Cet oncle avait les moyens de s'offrir quelque chose. Mais il attendait, il pensait peut-être que j'allais pas survivre. Déjà, il pensait pas me voir revenir. Quand je suis revenue, il pensait que peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, elle sera pas là, elle survivra pas. C'était pour ça, j'ai survécu. Et l'histoire a très mal fini chez le commissaire du 18e rue Lambert. J'ai un cousin qui m'a envoyé une plaque, une gifle, et il voulait pas que... Ils avaient, en rentrant chez nous, il y avait une pièce condamnée. Ils s'étaient approprié cette pièce, mon oncle et ma tante, et à l'époque, on avait des amendes si on se chauffait. Et eux se chauffaient, moi je payais les notes. Hein. Ça a été quelque chose d'épouvantable. Et je vous dis que là, on a fini avec mon cousin au commissariat. Le commissaire a dit, mais elle a redemande de la patience, votre nièce. Ça fait 2 ans qu'elle vous a sur le dos. Mais fichez le camp, monsieur. Et effectivement, 8 jours après, ils étaient partis. Ils avaient les moyens de se loger autre part. Alors ça se passe à quelle date? Ah bah écoutez, à mon retour, là, je suis rentrée à fin mai 45. D'accord. Fin mai 45, et j'ai eu ce problème tout de suite quand j'ai voulu récupérer d'abord mes meubles que j'avais montés chez mon père. Hein, et puis, le logement, j'en avais pas d'autre. Moi, j'avais laissé la rue du Mont-Cenis où j'étais avant. Quand ma mère est morte, je suis montée vivre avec mon père qui était veuf. J'avais mon bébé et lui, il avait ma jeune sœur à élever. Alors, on parlera de tout ça un peu plus tard. Hein. Là, maintenant, j'aimerais donc qu'on revienne sur le Paris occupé que vous avez connu, jusqu'à ce que vous passiez la ligne de démarcation avec votre mari pour aller à Lyon. Comment on vit dans Paris occupé lorsque on est issu d'une famille juive, comme c'est votre cas? Ah, ben écoutez, c'est très simple. On n'a pas le droit à une foule de choses. On a le droit d'aller essayer de trouver de la nourriture quand tout le monde vous est passé devant.
Et quand on vous annonce, après avoir fait la queue, qu'il n'y a plus rien, hein, j'appelle pas ça vivre, j'appelle ça survivre. Donc Mais pour ma part, ça n'a pas duré longtemps, puisque mon mari m'a fait passer dans la zone non occupée. Alors, bien sûr, quand j'entendais des gens, quand je suis revenue de déportation, qui me disaient qu'est-ce qu'on a été malheureux, intérieurement, ça me faisait sourire. C'est sûr que ça ne devait pas être drôle pour eux. Mais s'ils savaient ce à quoi ils avaient échappé, c'était encore autre chose. quel est, dans votre mémoire, dans vos souvenirs, le moment où vous sentez qu'il y a un danger sur votre personne, sur votre famille? Quels sont les signes qui créent une effraction dans votre vie où vous vous dites, finalement, j'ai une identité et il y a une menace qui est liée à ça? À quel moment? Quels sont les signes? Ben, la presse. J'ai encore des extraits de journaux que j'ai d'ailleurs dans ma pochette là, où on sentait la menace et le palais Berlis et la haine et comment on montait les gens. C'était infernal. C'est pour ça d'ailleurs que mon mari a décidé de passer de l'autre côté. Et une fois de l'autre côté, de me faire venir. Est-ce qu'il y a un moment où on vous a demandé d'aller vous faire enregistrer, dites-moi ça. Bah lui, ça a débuté l'enregistrement de mon mari à Lyon. Là, il a bêtement suivi les consignes données par le Progrès à Lyon. Il est allé se présenter et se faire enregistrer, on l'a pu lâcher. Après, on a jugé, comme c'était une commission franco-allemande, qu'il n'était pas assez costaud pour aller construire le mur de l'Atlantique, je pense. Ils l'ont lâché. Et là, pendant les quelques jours qu'il a passés là-bas, il a rencontré un monsieur qui lui a dit, tu sais que rue de la Charité, au Chocolat Morin, dans l'arrière-boutique, on embauche pour le maquis. Pour être pris, autant faire quelque chose. Donc, mon mari, immédiatement, est allé se faire entrer au maquis. On ne savait pas quel maquis, hein, c'était pas écrit. Hein. Venez ici, c'est les FTP, c'est ceci, c'est cela. C'était gaulliste, on l'a su en rentrant. Dites-moi comment vous avez passé la ligne de démarcation et qu'est-ce qui a décidé? Comment vous êtes décidé à faire ce geste? Eh bien, comment on s'est décidé? J'avais quand même envie de vivre avec mon mari, c'était un peu logique. Mon père m'y poussait aussi. Il était tout à fait d'accord pour qu'on se sauve. Et comment j'ai passé la ligne? Avec une gosse qui faisait ses dents, qui hurlait, avec une femme qui lui a bourré la bouche avec du chocolat pour l'étouffer. Et il fallait pas faire de bruit, hein. Vous êtes passé comment alors? Par quels moyens? En pleine campagne, enfin il y avait un petit peu des arbustes, des petites haies. Bref, on est passé. Et on a pu rejoindre Lyon. Là où mon mari avait une espèce de chambre affreuse, mais enfin il avait un lieu où nous accueillir. Donc vous installez à Lyon, à quelle date en fait? À quel moment? Écoutez, peut-être que attendez voir, ma mère est morte en mars 41. Quand est-ce qu'il m'a fait venir à Lyon? Très peu de temps après. Avril ou mai. J'ai moins de mémoire que lui. Et à ce moment-là, alors, la fameuse entrée de votre mari dans la résistance, ça va entraîner aussi la vôtre. Ah bah oui. Alors racontez-moi. Moi, je me suis dit que s'il leur venait l'idée de revenir le prendre et qu'il ne le trouve pas, il me ramasserait moi. Donc, je suis allée dans l'arrière-boutique des Chocolats Morin. Moi, je travaillais au 60 rue de la Charité, à Kerbourg au centre, et les Chocolats Morin étaient au 56, un truc comme ça. Et j'ai dit, voilà, vous avez eu mon mari, me voilà. Ils m'ont envoyé à Grenoble.
J'ai retrouvé là Lise Lesèvre, qu'on appelait Sévrane, qui nous servait d'assistante sociale. Elle a trouvé une nourrice pour la petite. Et aux environs de Lyon, on m'a tout de suite confié une première mission, c'était de descendre, d'accompagner des jeunes gars, d'aller retrouver du côté de Digne. Je venais de me payer une paire de chaussures à semelle flex, c'était du bois, hein, strié pour donner de la souplesse. Aller dans les montagnes avec des chaussures à semelle flex, il n'y avait pas un quart d'heure que je marchais que j'avais plus de chaussures du tout. Les gars que j'ai retrouvés là-bas m'ont donné une paire de godillots. C'était très, très chic et distingué. Et puis alors, ça attirait pas du tout les regards. Mais je me suis aperçue que moins on se cachait, et plus on se faisait voir, et moins ils avaient de doutes. J'ai des copines, il y en a une qui elle se tenait bras dessus, bras dessous. Il y en a une qui fumait la pipe, qui était une grosse Sarimé-Jeanne, là. Et puis les boches, quand ils les voyaient passer, se donnaient des coups de coude et se moquaient d'elle. Il leur venait pas 2 secondes à l'idée qu'elle avait quelque chose à... Elles étaient bourrées de tracts, de papier, d'un tas de trucs. Moi, un jour, c'est un Allemand qui m'a fait sortir de la gare sur le quai de Grenoble. J'avais une valise. J'avais une jupe dessus, mais en dessous, c'était que de l'armement C'était long et en cuivre, je ne sais plus comment on fait ça. C'était des munitions? Des munitions, voilà, et c'était lourd. Et il souriait, et il m'avait fait comprendre, marché noir avec du beurre. Il m'est pas venu à l'idée d'ouvrir. Il pensait que je trimballais pas mal de kilos de beurre. Mais j'étais jeune et pas vilaine. Alors à l'époque, est-ce que vous endossez une nouvelle identité? Ah, tout de suite, dès que j'ai mis les pieds chez Morin, je m'appelais Gaudin, au lieu de Goldstein. Gaudin, Madeleine. Et alors au maquis, il m'appelait Madeleine, bien sûr, Madeleine Gaudin. Donc vous aviez des papiers en bonne et due forme? Voilà. Et ce sont ces papiers, quand on a été arrêté, j'ai dit, c'est la seule chose que je connaisse des gens que vous croyez et que je fréquente, ces gens m'ont fait des papiers. C'est tout ce que je sais d'eux. Alors que j'avais eu le temps entre juillet 43 et janvier 44, j'ai eu le temps quand même de faire pas mal de choses. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on va commencer par le tirage du journal, la distribution des tracts, les armes, les gars à convoyer, servir de boîte aux lettres. Entre autres, j'ai passé, mettons, 2 bons mois, je pense, ou 3 mois à la taverne des Trois Dauphins, place Grenette à Grenoble. J'avais ma chambre, place Victor Hugo, à l'hôtel des Anglais, un truc comme ça. Et j'étais là assise, il y avait même un orchestre, je le connaissais par cœur, c'était toujours dans le même ordre. Et de 9h à, mettons, minuit, j'étais assise et on pensait que j'étais une péripatéticienne attendant le client. Les gars venaient, me déposaient du courrier, en prenaient, je servais de boîte aux lettres. Mais j'étais jeune et j'étais un petit peu affolée aussi. Un soir, j'ai oublié de tourner la clé de ma chambre à l'hôtel des Anglais. Et j'étais dans ma baignoire. Quelqu'un est rentré. Au lieu de rester tranquillement dans l'eau, je me suis dressée d'un coup. Une réaction comme ça complètement idiote, alors qu'il me suffisait de tranquillement. La personne s'est excusée. J'avais bêtement oublié de tourner la clé. On a eu une histoire d'hôtel à Saint-Claude. Mon mari est venu me rejoindre et le patron de l'hôtel était pour les résistants. À peine couché, on entend un bruit de bottes. Le patron devait avoir son livre où il inscrivait les clients, les chambres et tout. On frappe à toutes les portes. Il passe devant notre chambre. Nous, on était assis dans le lit et on ne devait pas être beau à voir. On devait être vert. Mon mari avait un revolver aussi. Et il passe devant notre porte. Ah, elle n'est pas louée. Et il continue. C'est un bon souvenir aussi, ça. Ça veut dire qu'il y avait un distance. Oui. Et vous me parlez d'un déballage. C'est-à-dire, j'ai un petit peu fait de tout. Et puis, j'ai fait Saint-Claude, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Digne,
Je me déplaçais, hein, pas mal. Et qu'à Grenoble, où je suis restée comme ça 2 mois, boîte aux lettres. Sinon, c'était, je vous dis, c'était les journaux, les tracts, c'était emmener les gars, c'était emmener les munitions. Voilà. Un jour, on m'a demandé d'espionner un gars. Mais il y a une autre femme de la résistance qui a répondu c'est pas possible qu'elle le fasse. Une autre fille va y aller, c'est la femme de Falin, et c'est pas pour elle. Parce qu'il était question d'aller jusqu'au bout hein, pour espionner. Mais non, pas elle. Il y en a suffisamment de libres, des filles. Falin, c'était le Mon nom mari. de votre mari dans la résistance. Il avait pris en diminutif le nom de jeune fille de sa mère, Faline Auvert. Il en avait fait Falin. Moi, à l'époque, j'avais pris Gaudin. Hein, Goldstein. Est-ce que on peut donc s'acheminer maintenant vers les conditions de l'arrestation? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va provoquer cela? Ah bah c'est facile. Un jour, on nous annonce qu'il y a un danger pour nous. Non, on nous envoie en mission à Paris. On nous envoie en mission à Paris et il y avait quelqu'un qui s'était introduit dans le groupe. Quand il a eu suffisamment de noms, ben, il nous a donné, c'est-à-dire qu'on est tombé dans une souricière. Il y avait déjà Madame Puccinelli qui était dans un hôtel rue du Vivier et on lui téléphone et on nous répond qu'elle est alitée, hein, qu'elle est blessée, je ne me rappelle pas. Et mon mari me dit de ne pas y aller. J'ai dit si réellement cette femme est souffrante, on ne peut pas l'abandonner. Donc j'arrive la première, je rentre dans l'hôtel là-bas et immédiatement on me met le grappin dessus. C'était des flics en imperméable beige parlant parfaitement français qui m'ont mis la main dessus. Mon mari était dehors, il passait comme ça. Et il y en a un autre qui a dit tiens, regarde le gars qui passe là, je parie que c'est son bonhomme. Et il est sorti le prendre lui aussi. Et là, vous avez immédiatement compris. Ah ben là, on avait été dénoncés, hein, il n'y a pas de doute. Et alors, rue des Saussets, ce qu'on appelle la salle de la paille où on nous a jeté, on a eu un moment avec mon mari, le temps de se mettre d'accord. Résistance, qu'est-ce que c'est hein Donc les premiers interrogatoires, moi j'en ai eu 2 des interrogatoires en tout, parce que de la rue des Saussets, on nous a emmenés à Fresnes. Et de Fresnes, on nous a ramenés une fois pour un interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans la résistance? Juif, ça vous suffit pas? On ne court pas suffisamment de risques comme ça? Ça nous a paradoxalement sauvés, parce que si on avait commencé à donner un nom, on était fichus, ils nous massacraient sur place pour en avoir 10, 20, 30 des noms. Hein. On n'en connaissait pas tellement. Ils s'arrangeaient pour que on en connaisse le moins possible. Si on devait un jour être torturé et qu'on cause, qu'on lâche le morceau, qu'on en donne le moins possible. Mais quand même, il y a un des gars qui avait été arrêté avec nous qui nous a demandé au fait comment tu t'appelles toi. Ben, je dis j'ai pas le jour où je vais te le dire, non. Ça c'était un truc. L'interrogatoire, je vois un grand blond assis nonchalamment, une fesse sur un bureau face à moi, un knout, un air de bœuf à la main, prêt à cogner. Et qui commence à m'interroger. Moi déjà, il m'avait demandé si je comprenais l'allemand, avec le yiddish un petit peu. Hein. Mais non, donc fallait qu'il aille déjà chercher un traducteur. Le temps qu'il me traduise, j'avais le temps de préparer ma petite réponse. Et puis je me suis lancée sur la vie de mon père. Et j'ai beaucoup parlé de mon père et surtout de mon père, très peu de moi. Et puis j'avais emmené à Fresnes, des bas à remailler pour un des gardiens, pour sa femme. À l'époque, il y avait des petits appareils à remailler les bas nylons. On m'avait dit qu'on ne devait pas mettre les mains dans ses poches aux interrogatoires, qu'ils étaient très vigilants, ils cherchaient les réactions aux questions.
Bah, j'avais pas de réaction, j'étais idiote dans mon coin, je remoyais. Et puis ils ont fini par se dire elle est trop gourde, hein. C'était un air naturel chez moi. Effectivement, qu'est-ce que la résistance va faire d'une pareille idiote, hein, bon. Pour moi, c'était comme ça. À Fresnes, nous étions 4 dans une cellule, je crois que c'était la 420. Il y avait une fille, une Bretonne, qui avait fait du marché noir avec des bas, justement, nylon. Pendant 3 mois, je lui ai vu les mêmes, de jour comme de nuit, increvables. Ils étaient trop solides. Par la suite, ils ont diminué la résistance, la qualité des bas. Il y avait une femme dont le mari avait fait de la résistance avec un de ses fils. Il avait été déporté. Le petit, c'était sur le cap Arcona qu'il est mort. Cette femme, Lise Le Sèvre, avec son fils Georges, qui était avec nous au maquis, s'est donc occupée de ma fille en nounou. Quand je suis arrivée là-haut, à Temps-Synthèse, hein, au-dessus de Grenoble, elle a fait descendre mon mari pour qu'il vienne me voir. Et puis de là, on nous donnait des ordres, il y a ceci ou cela à faire, telle mission. Bon, on n'était pas venu s'asseoir dans un coin pour être protégé par eux. On venait faire le boulot de résistant, c'est tout. On nous avait d'abord dit, des comme vous, il commence à y en avoir un bon peu ici. Et le lieutenant-colonel Lagarde, ça lui est venu aux oreilles, je ne sais pas par qui, on ne s'était pas plaint. Et il nous a convoqués un soir de Noël dans l'arrière-boutique d'un bouchon lyonnais pour nous présenter ses plus plates excuses, en disant que des cons, il y en avait partout, même chez les Saint-Cyriens. Parce que c'était une école de cadre. C'était, en principe, ces gars-là qui devaient nous apprendre à tirer. Et vous ne croyez pas que l'armée va être commandée par des juifs? Même là-bas, on a eu droit à ça. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est dans la résistance. Oui. Parlons un peu de Fresnes. Comment êtes-vous traité, entre guillemets, ou maltraité à Fresnes? On avait encore des petits colis de la Croix-Rouge qui arrivaient là. C'est-à-dire qu'il y avait de la banane séchée, un oignon, des bricoles comme on en trouvait en temps de guerre, si vous voulez. Hein. C'était pas des choses miraculeuses, mais il y avait un colis. Il y avait donc cette Fabienne Ferry qui était là, alors qu'elle n'était pas résistante, elle tombait des nues, mais elle n'en avait pas fait. Elle s'est fait prendre parce que le mari s'était fait prendre. Mais personnellement, mais enfin, elle a quand même fait Ravensbrück. Hein. Alors vous passez plusieurs mois à la prison. Il y avait une Hollandaise, oui. Une grande Hollandaise, qui prétendait que son mari avait été décoré de l'ordre des Gueux du Roi en Hollande parce qu'il était résistant. Et elle nous avait raconté qu'elle avait une clinique en Hollande, qu'elle était... Et on s'est dit, elle nous raconte des histoires. Il y avait une petite vieille fille de 40 ans, Alice, qui avait une imprimerie rue de la Chapelle et qui prétendait qu'elle ne savait pas ce qu'elle imprimait. Pour elle, c'était une suite de lettres. Un A, un B, un C, elle n'avait pas le temps de relire. Elle est sortie. Et on se méfiait de ne pas avoir un mouton, quelqu'un qui nous écoute et qui aille faire son rapport après. Donc, il fallait un peu de vigilance. Cette Alice dont je vous parle, la vieille fille, quand elle allait dans un angle où il y avait les WC, elle prenait un journal devant sa tête pour pas qu'on la voie. Elle était pudique. Elle se cachait un peu. Puis à chaque fois, je sais pas, elle prenait une cuvette, elle se lavait les fesses. Mais ça, c'était un détail. Et donc, les interrogatoires, comment ça se passe? Les interrogatoires, on vous ramène rue des Saussets et on recommence à vous questionner. D'une fois sur l'autre, personnellement, je n'ai fait que redire ce que j'avais déjà dit la première fois. J'avais rien d'autre à dire puisque je savais rien. Vous ne pouvez pas en inventer. Et je vous dis, le yiddish m'a servi. Là, je ne comprenais pas l'allemand. Par contre, au camp, il m'est arrivé de le comprendre comme par hasard, parce que je me suis rendu compte que je pouvais rendre service à des filles.
Je mélange un peu les choses, c'est peut-être pas dans l'ordre. Non, je vous posais cette question aussi parce que votre mari parle de mauvais traitements à Fresnes, hein. Lui, Ou dans le oui. cadre des Lui, interrogatoires. lui, oui. Lui, oui. Moi, j'en ai pas eu. À quelle date? Donc vous entrez à la prison, à quelle époque Je exactement vous rentre m'avez à la dit? prison le 21 janvier. Ouais. Et lui, il vous a dit le 29, hein, c'est le 28 on a eu un transport, puisqu'on a eu 2, 3 jours de voyage de nuit. On est arrivé l'après-midi, en fin d'après-midi à Drancy. On nous a tout pris ce qu'on avait sur nous, tout pris, une alliance, hein, mais pas grand-chose. On nous a quand même donné des lacets, un morceau de coton, une tranche de lard. Ça, la bon sang de tranche de lard, jusqu'à aujourd'hui, il me la reproche. Bon, parce que j'ai pas voulu lui donner dans le train. Dès le lendemain, on nous enfournait dans le convoi 72 et on était là avec un certain Mouyal enchaîné dans un coin près de nous, qui était un juif égyptien ayant fait aussi de la résistance. Il était enchaîné un deuxième gars. Mouyal, on le revoit encore. Alors est-ce que vous pouvez décrire autant qu'il soit possible de le faire, puisque vous n'y passez que quelques heures, le camp de Drancy, Le ce que camp de vous y Drancy. voyez, et l'encadrement, enfin l'encadrement, le personnel qui travaille à Drancy, qui surveille, est-ce que c'est des Ça a Français, été... des Allemands? Attendez, c'est tellement court notre séjour là-bas, hein. On n'y a fait que survoler. Je sais que j'ai une copine, il vous en a pas parlé, mon mari, Ginette, qui est à Maison Lafitte. Cette fille-là, j'ai trouvé dans un coin en s'embrassant avec un gars. Elle avait l'instinct de vite vivre. C'était fou. C'était fou. J'avais trouvé ça extraordinaire. On est monté, il y avait des espèces de grands immeubles, on est monté dans une chambre et on avait un lit avec mon mari et moi, Ginette, Dora, et encore, ben, je crois que c'était la cousine à Dora qui était avec nous. On était 5 dans ce lit. Et bon, des jeunes filles qui se demandaient ce qui allait se passer ou pas se passer. Bien entendu, il ne s'est rien passé. Et ces filles-là, mon mari et moi étions comme ça, dans le wagon où on est monté. Elles étaient tout de suite à côté de nous, comme ça, en randonnion. Et puis tout le reste pêle-mêle, hein, au beau milieu, et la tinette au milieu. Il vous a parlé de la tinette? Non. La tinette avec un couvercle, et sur ce couvercle, deux vieux qui n'ont pas lâché ce couvercle, enfin juste pour quand les gens les dérangeaient parce qu'ils avaient des besoins. Et ils ont prié sans arrêt, jour et nuit, pour passer à la chambre à gaz à la descente. Alors, Comme d'autres. ce que vous me racontez là, c'est à Drancy ou Ça, c'est... je vous dis, Drancy, pour moi, c'est mettons, un après-midi Ouais. et une nuit. Et le lendemain, hop là, on prend le train. Donc on vous pousse dans les wagons de ce On nous a convoi. balancés, on s'est débarrassé de nous ici à Paris. Ils se sont dit qu'ils allaient mourir ailleurs. Hein, c'est des juifs, allez hop là. Alors on vous met dans ce convoi qui est le convoi 72. 72, qui est parti, je crois que c'est le 28 avril. Et qui est arrivé le 1er mai à Birkenau. Moi, je suis restée 6 mois à Birkenau sur place. D'abord dans le petit camp de quarantaine et après dans le grand camp. Et ce grand camp, ma baraque au bout, donnait un petit peu en biais sur les fours et la chambre à gaz qui le précède, les trains et les quais comme ça. J'étais vraiment aux premières loges et entre autres pour voir arriver les 2 mois de Hongrois et Hongroises, jour et nuit. Alors on va parler du voyage, enfin du voyage. Le On peut voyage. appeler ça un voyage. Du transport en train, comment ça se passe? Une fois, on nous a arrêtés. Une fois, pour vider la tinette, hein, et puis bon, nous permettre à nous aussi de nous vider aussi. Pêle-mêle, les gens... D'abord, j'ai un mari très pudique, hein, il n'arrivait pas à faire pipi. C'est une femme qui est arrivée près de lui pour siffler en disant « ça te décontractera ». Je vous dis des conditions dingues. Vraiment, ils ont cherché à nous avilir complètement. Hein. On était pire que des bestiaux. Je crois qu'on prend davantage de précautions avec des bêtes.
Puis alors tout de suite, lui, mon mari, c'était, bon, les numérotés, tout le monde, mais nous, les femmes, on était toutes Sarah. Ils nous ont toutes appelées Sarah. Alors, à la descente, on est arrivé de nuit. Hein, les flammes des fours, hein, les cris, les chiens, les coups, ils nous arrachent tous les bagages qu'on a, l'odeur, et une polonaise là, en arrivant au bloc. T'es venu avec ton mari? T'en as plus. Tu sens l'odeur de cochon grillé? Bon, il est en train de brûler. Tu vois les flammes? Il passera au crématoire. J'ai toujours agi, je sais pas, par instinct. Je me suis dit que zéro. J'ai une fille à récupérer en France. J'ai une fille à récupérer en France. Je me suis accrochée à ça. Et la rage, et la rage. Et puis j'ai dit, tiens, il va falloir ruser par-dessus le marché. Ne pas obéir complètement aux ordres, mais faire semblant de travailler. Ne pas se donner à fond, parce que là, en peu de jours, on n'y est plus. Nourris comme on était. Ah, nourriture, la même polonaise me dit, tu vois, cette bassine émaillée et rouillée. Les mailles à sauter, c'est rouillé. Et dedans, on se demande bien ce qu'il y a. Eh ben, tu vomis, mais tu manges. C'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné. Elle avait l'air dure, elle était efficace. Au fond, cette polonaise, avec son attitude finalement un peu dure, sa brutalité, m'a rendu service. Et puis, les gars qui étaient là autour de nous, il y avait des soldats allemands, hein, quand on nous a tendus, foutus à poil, eh bien, une table, une chaise, c'est n'importe quoi sauf un homme. Ce ne sont plus des hommes pour moi. Et puis j'étais mariée, hein, quand même. J'en ai rien à faire de leur montrer mes seins. J'en ai rien à faire qu'ils voient mon sexe. Hein, je m'en fous. Pour moi, c'est zéro. Il n'existe pas. Et les petites jeunes qui sortaient de chez papa-maman, qui avaient 18 ans, elles cherchaient à voiler leur sein. Elles prenaient des coups. Elles cherchaient à voiler leur sexe. Elles prenaient des coups. Et puis, il y a eu autre chose. Quand on nous a tondus, il n'y avait pas de miroir. Donc, on ne se voyait pas. On voyait la copine en face. Et ça nous faisait rire. Elle riait de moi, je riais d'elle. Parce qu'on avait des drôles de têtes tondues. On a trouvé moyen, dans ces circonstances-là, de chanter quelquefois, de rire quelquefois. C'est fou. Il y en a une qui se prenait pour Léo Marjane, c'était une artiste de l'époque qui avait une certaine voix. Quelquefois dehors, on se mettait dos à dos, on sautillait pour essayer de se réchauffer. Ou on a essayé de prendre des enveloppes en papier contenant du ciment comme coupe-vent. Parce que des tenues rayées, ils en avaient même plus assez pour tout le monde. Donc, les vêtements qu'ils récupéraient des transports, des robes en rayonne, hein, eh ben, une méchante robe en rayonne et rien en dessous, bon, une chaussure noire, une chaussure marron, une à talons, une sans talons, marchez avec ça, vous m'en direz des nouvelles. Tout était fait pour qu'on s'esquinte, qu'on s'épuise. La seule chose qui leur faisait peur, je pense, que c'était qu'on attrape le typhus. Parce que là, ils n'étaient pas à l'abri. Si on avait eu, nous, le typhus, ils pouvaient très bien se le prendre aussi. Alors, il y avait les vraies douches et les fausses douches. Quand on nous disait, vous allez aux douches, on se demandait toujours si c'était quoi. Là, on a tout de suite été mis au courant. Dès qu'on est rentré, on a mis un pied dans un bloc. Et quand je voyais que le bâtiment avait les vitres brisées, j'ai dit, bon, ben, c'est pas le gaz. Parce que le gaz, ça serait complètement enfermé. Il y a des courants d'air, au contraire, on va attraper la mort là-dedans. Ben, les pommeaux, 3 filles sous un seul pommeau pour essayer de se laver un peu. Vous sortez de là-dedans, vous marchez dans la boue, vous vous étalez, vous rentrez au bloc plus sale que vous n'étiez parti. Alors, quand vous évoquez cette polonaise, par exemple, qui finalement vous enseigne... Oui, qui me durcit. Voilà. Ça se passe en combien de temps, tout ça? Entre le moment où les portes du wagon s'ouvrent... Ah bah écoutez, il n'a pas fallu 24 heures. Hein. Il n'a pas fallu 24 heures, ça a été très vite fait. Hein. Tondu, tatoué, chaque chiffre est fait d'une suite de points. Évidemment, ça ne faisait pas du bien, mais on était tellement abrutis par le bruit, les coups, les chiens. Donc ça,
finalement, pour nous, en tout cas pour moi, hein, ça n'a... C'est un détail, encore une fois. Donc, quand vous arrivez, quand les portes s'ouvrent, quelle idée vous avez du lieu où vous arrivez? Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous savez ce qui s'y passe? Ah, non, on l'a su que quand quand la polonaise m'a dit, tu sens l'odeur de chair brûlée, tu sens le cochon aussi, tu vois les flammes, tu vois les cheminées, tout de suite. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? À survivre tout de suite, Oui. tout de suite, Vous avez compris tout de suite. immédiatement. Alors, croire aux bonnes nouvelles, même si elles étaient fausses, ne pas croire aux mauvaises nouvelles, même si elles étaient vraies. Vous voyez, une espèce de petite philosophie à moi. Donc, Essayez de remonter le moral d'une petite amie. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, vous n'y êtes pas arrivé, il faut la laisser tomber, elle vous aura. C'est elle qui vous entraînera dans sa nostalgie. Alors bon, j'ai essayé aussi, par exemple, il y a un moment, quand je vous disais que j'ai dit que je parlais allemand, parce qu'on a fait des routes. On a travaillé dans des... là, on ramasse du sable, des pierres, des cailloux, tout. Avec des instruments d'une lourdeur ébréchée et tout. Je ne vous dis pas, pour soulever la moindre chose, les efforts pour quelqu'un de pas nourri, en plus, pas vêtu. Alors, j'étais sur le bord de la tranchée, mettons, et puis, quand je voyais arriver les Allemands, je commençais à gueuler, grouillez-vous, hein, dépêchez-vous, ils rappliquent. Et puis, quand ils s'éloignaient, je leur disais, vous pouvez poser les pelles. Il y a l'art et la manière de s'y prendre et de les flouer. alors ça, on va y venir. Je voulais juste qu'on s'arrête un moment sur ce qui se passe à l'arrivée, parce que vous survivez. Mais lorsque les détenus sont sortis des wagons, Je vais vous parler du petit camp. Le premier où j'ai mis les pieds. Alors nous, on était chargés tous les matins, parce qu'il y avait déjà des gens dedans. On n'était pas les premières arrivées. Tous les matins, on était chargés de sortir les morts de la nuit. On les mettait devant le bloc, une charrette passait et on balançait les corps là-dedans, en direction le feu. Il n'y a pas besoin de gaz pour celle-là, parce qu'il n'y a pas eu que les gaz, bien sûr. Il y a eu des tas de raisons de mourir par les coups, pas par l'épuisement. parce que dans un premier temps, vous êtes mis en quarantaine. Hein. En quarantaine, je ne sais pas trop quelle était leur raison. Est-ce qu'ils voulaient éviter qu'on ait amené des épidémies quelconques? Quarantaine. Est-ce qu'ils attendaient d'avoir de la place dans le grand camp? Ça aussi. Et bon, au bout de 40 jours, ils nous ont donc envoyés au camp principal. Alors je vous dis, ce Birkenau, tous les matins, il y avait des appels, hein, et des appels qui duraient, je vous dis pas, c'est quelque chose d'affreux. Et puis ensuite, on venait choisir des 50 filles pour tel travail, des commandos. Il nous faut 100 filles pour tel travail. Alors, vous aviez la chance ou la malchance d'atterrir là ou là. Un jour, j'ai atterri avec 50 Ukrainiennes qui ne pouvaient pas nous voir en peinture. Elles ne pouvaient pas voir les Juifs en peinture. Les filles m'ont dit au revoir, elles étaient persuadées que je ne rentrerais pas vivante. On avait dit aux Polonaises de ramener, mettons, 10 morts le soir, et ben elles en ramenaient 20. Du zèle. Vous voyez, elles faisaient mieux que mieux. Ces Ukrainiennes, à l'époque, je ne suis pas allée chercher ma soupe. Elles me l'ont apporté. Elles m'ont apporté un carré de tissu pour mettre sur mon crâne. Elles m'ont apporté une culotte. Elles m'avaient à la bonne. Et elles m'ont indiqué que derrière une maison qui était là, il y avait des tomates mûres. On passait très vite de l'hiver au printemps, mais d'une façon extraordinaire. Et quand je suis rentrée le soir au bloc, je vois mes copines. C'est comme si elles avaient vu quelqu'un d'un autre monde, une revenante. Elles étaient persuadées qu'elles me reverraient que morte. Mais non, c'était pas le jour, c'était pas l'heure.
Ça, c'était une première chance. Une deuxième chance, c'est quand qu'on m'a raconté que j'avais la gale, parce qu'on nous alignait quelquefois dehors. Ils envoyaient les vêtements à la désinfection. Ils nous laissaient poireauter, nus, devant le bloc. Et ils passaient, ah tiens, t'as la gale. Bloc des galeuses. Si vous ne l'avez pas, vous l'attrapez. Un bâton dans une espèce de pommade soufrée jaune. On passe d'une galeuse à une non-galeuse. Et puis tous les quelques jours, on ramasse les plus galeuses. Et j'ai évité le contact. Pas de soupe, pas me coucher, rien. Attendre l'arrivée de la doctoresse. Je savais qu'elle venait. Là, elle a ouvert la porte. Je lui ai sauté dessus. Elle m'a dit, t'es pas galeuse, retourne à ton bloc. Encore une fois, les filles se sont dit, celle-là, c'est sensationnel. Alors, il y a eu des coups de chance. Et il y a eu aussi, je vous dis, je crois que c'est la rage. La rage, la colère. Et puis, je m'étais dit, mais enfin, il y en aura bien une poignée de nous qui rentrera, sans penser que j'en serais. Mais il y en aura une poignée. Et quand on a fait le repli par la suite, chaque fois qu'on traversait un petit bois ou quoi, je dis, ils vont nous abattre. C'est pas possible qu'ils laissent de témoins. D'ailleurs, si vous aviez le malheur de traîner la patte et d'être en queue de colonne, hein, ils vous abattaient. C'est ce qui a bien failli m'arriver parce que je me suis trouvée un jour en queue de colonne. Mais il y avait des paysans qui étaient là, c'était l'entrée d'un village, un petit garçon avec un lapin blanc dans les bras. Le lapin, il se sauve. Moi, j'étais déjà couchée dans une sorte de fossé de l'autre côté de la route. Et l'Allemand, avec son fusil, il se tourne, il voit les gens, et puis il me regarde, il s'est dit, elle est en train de mourir de toute façon, ou il économise sa balle, ou il veut se faire passer pour bon, meilleur qu'il est, j'en sais rien. Ce lapin, c'est mon corps qui l'a bloqué. Le petit garçon est venu le rechercher, sa bête. Ils m'ont indiqué qu'il y avait un hôpital que j'avais plus qu'à m'y traîner. Ce que j'ai fait, c'était un hôpital où on soignait des blessés allemands. Mais il y avait également des prisonniers anglais là-dedans. Ils m'ont balancé dans... Le docteur, il m'a pas donné une seule aspirine, il n'en avait peut-être pas pour les autres non plus, j'en sais rien. Il m'a flanqué dans un KGB pour y finir mes jours. Je parlais plus, j'avais même plus faim, c'était fini. Et j'ai toussé. Et à la pièce à côté, c'est un vieux pharmacien allemand. Sa femme, ses 2 brus veuves de guerre et 2 petites qui commençaient à marcher, plutôt à tomber qu'à marcher. Et il m'a enlevé mes vêtements, il m'a donné un tailleur, une tenue, il m'a apporté une boule de pain que j'ai flanquée dans ma paillasse, parce que je mangeais pas, mais je voulais pas qu'on me la reprenne. Des fois que, hein, le lendemain j'aurais pu manger. Et puis il est venu aux oreilles d'un prisonnier anglais, qui avait quelqu'un là dans ce KGB, il est venu avec une bouteille de champagne. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est fou. Il y a des chèvres dehors. La tête que je peux avoir, mais il est dingue. Il m'a expliqué, il m'avait donné du sucre en poudre, que de prendre un peu de champagne avec du sucre en poudre, ça allait me requinquer. Il n'avait pas tort. C'est le seul médicament que j'ai eu. Et aujourd'hui, j'aime le champagne. Alors, on va revenir peut-être un peu plus tard à ces épisodes. Ouais. C'est vrai que vous décrivez les premiers moments à Birkenau. Et j'aimerais bien qu'on entre un petit peu peut-être dans ce qu'est la vie sociale et notamment vous en avez donné quelques indices. Les relations entre détenus, les relations de pouvoir, etc. Nous, entre Françaises qui venions d'arriver, on s'est tenu les coudes. Hein, alors que d'autres venaient voler, il y avait un truc. Le malheureux morceau de pain qu'on nous donnait, il y avait le choix. Vous le grignotez un petit peu à chaque fois ou vous le mangez d'un coup pour être un peu rassasié. Ben, si vous aviez le malheur de le garder pour le lendemain, il y avait des fortes chances qu'on vous le vole la nuit. Donc, on avait intérêt à le manger. Il y a la façon d'être couché, comme des sardines, 4 et 4, sur 3 étages. Hein. Quand il y a une qui se tournait, tout le monde devait se tourner. On ne pouvait pas faire autrement. Une était malade, tout le monde en profitait. Il y a eu, la fois où j'ai eu une dent, je ne pouvais plus tenir, il fallait me l'arracher. Je vais au Revire, à l'hôpital, une tenaille, claque. Et je lui dirais qu'en ce moment, là, il y avait une jeune femme qui était en train d'accoucher. J'y reviendrai.
Je reviens à mon bloc. Je saigne. Je monte, j'étais au 3e. Il y avait un petit muret comme ça, là-haut. Ma bassine de soupe dessus, à moitié abrutie. Je la renverse. Ça tombe en bas sur la tête d'une Blokova. Hein. Et elle m'attrape par un abattis. Elle me fait descendre de mon 3e, là, mon 2e. Et elle me fait mettre à genoux avec un tabouret, les bras comme ça au-dessus de la tête. J'y suis restée un bon moment comme ça, en punition de l'avoir aspergée. J'étais punie de ne pas avoir ma ration de soupe. C'était pas suffisant. Ça, c'était un truc. Mais pendant qu'on m'arrachait ses dents, la petite Édith hongroise, qui était jeune mariée de 15 jours quand elle est partie avec nous, enceinte, on espérait toutes qu'elle tiendrait le coup jusqu'à la fin de la guerre et qu'elle aurait son gosse. On essayait sur nos maigres rations, chacune de lui donner un petit quelque chose en plus. Elle a accouché le jour où j'étais au revire. Et j'ai vu son petit, bien brun, bien potelé, autant elle était maigre, autant il était bien gueulant. Ils l'ont attrapé par les chevilles, ils l'ont fracassé le long de la table où elle accouchait. Après, ils nous ont fait défiler devant, il l'avait flanqué dans un grand carton, ils ont simulé un soi-disant enterrement, hein, pour morner. Alors, quand on voit des choses comme ça, il est difficile d'avoir la foi. Très difficile. Surtout que en plus, c'était une jeune femme pieuse. Alors vous avez mentionné la Blokova, il faudrait peut-être dire ce que c'est. La Et Blokova, dans ce cadre, pardon, juste expliquer comment fonctionne le camp, quelles sont les relations de pouvoir, est-ce qu'il y a des hiérarchies, oui, il y a la qui chef, garde il y a, qui, etc. il y a la chef de bloc, et puis il y a des Blokova, pas qu'une, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans la baraque, et pour surveiller tout ça, bon, elle est dans son coin avec un poêle, où quelquefois ils font griller des patates, hein. Elle garde ses petites Blokova au chaud, elle ne les envoie pas au travail dans les commandos extérieurs gelés. Oui, il y avait des hiérarchies. Mon mari a oublié de vous dire une chose aussi. S'il y avait des postes, chez les hommes, il y avait les petites nanas des blocs, des chefs de bloc. Ils prenaient des plus jeunes. On en connaît un qui vit en ce moment en Israël d'ailleurs. Et mon mari lui a sauvé la vie à ce type-là. Il était la petite dame d'un chef de bloc. C'était aussi une façon d'essayer de sauver sa peau. Malheureusement, je crois qu'il a pris goût et qu'il a continué par la suite. Alors... C'est-à-dire qu'il y avait des abus sexuels Ah oui, oui, oui. Alors attendez, on m'a un jour offert d'avoir du pain. C'est-à-dire que j'en aurais que la moitié de ce qu'un type donnait pour se procurer une jeune femme. Puis je me suis dit, mais si j'accepte ce pain et que je vais coucher avec un gars, si je m'en sors, quel souvenir? D'ailleurs, il ne vous l'a pas dit, mon mari, c'est une des premières questions qu'il m'a posées. Est-ce que tu as été obligée de coucher? Ben, j'ai dit non, ça valait pas le coup. J'aurais eu 2 secondes un bout de pain, et puis après, ça ne me sauvait pas. Pour vous dire que si on m'avait dit, t'es libre, complètement, peut-être, hein. Maintenant, les petites qui ont accepté ça, je ne peux pas leur en vouloir. Personne n'est dans la peau de personne. Peut-être que même dans le civil, elles étaient un peu légères, mettons. Peut-être que, vous voyez. Mais il y avait des sortes de mères maquerelles, des entremetteuses. Qui fournissaient qui? Elles prenaient des petites gamines pour, je ne sais pas, des prisonniers peut-être juifs, des juifs à des juifs, je pense. Parce qu'il nous arrivait de croiser des colonnes de bons hommes. Eux allaient à leur commando, nous on allait au nôtre, vous voyez, on arrivait à se croiser. C'est comme ça qu'un type m'a reconnu. Il a su qu'il y avait une fille éléphant qui était là. Il l'a signalé à un monsieur Galiki, qui était aussi un vague cousin, mais qui lui faisait des vêtements sur mesure au SS. Alors il était à l'abri, au chaud, il était chouchouté, il était nourri, puisqu'il leur servait. Et il m'a envoyé un caleçon long et du sucre en poudre aussi, celui-là. Et on était dans les pipi rooms, c'était des grands rangs en quinconce comme ça. On avait tous nos fesses comme ça, les unes contre les autres au pipi room, et on me donne ce paquet. J'ai dit, les filles, la guerre est terminée, je m'organise.
Le lendemain, on partait. Et alors, on serait cru chez Dior, elles m'admiraient toutes, de voir ce qu'elles sont. Elles m'enviaient. Alors vous avez évoqué votre mari il y a un instant. Vous êtes déportés ensemble. Oui. Vous êtes dans le train, dans le même wagon. Oui. Le dernier moment où vous le voyez, comment ça se passe? À la descente du train. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et d'un. Dans les femmes, 5 minutes, on nous dit qui veut monter dans les camionnettes, qui veut aller à pied. Moi, j'avais qu'une envie, me dégourdir. Puis, je sais pas, un instinct ou quoi. Je voulais montrer que j'étais encore quelqu'un. Hein. Et Madame Carniol, la femme d'un ami de mon mari, qui est rentrée avec lui, avec les hommes au camp, me dit « Oh, venez, on va aller à la camionnette. » J'ai dit « Madame Carniol, je vous ai promis qu'on serait ensemble, mais vous me suivez. Moi, je veux pas de la camionnette. On vient d'être entassés là, les uns sur les autres. Je ne marche plus. Je préfère aller à pied. » J'ai choisi ce qui semblait être la solution la plus dure de marcher. Et Total, c'était la meilleure. C'était encore une chance supplémentaire. La pauvre, elle est passée au gaz direct. Hein. Et lui, il a fini au contraire à la fin. Il a voulu procurer de la nourriture aux malades. Il est sorti. Il y avait encore quelques soldats qui tiraient. La femme est morte tout au début, gazée, et l'homme est parti à la fin. Le temps que vous vous souvenez, il y en avait beaucoup qui avaient choisi de marcher à pied. C'est-à-dire que ça a été très rapide quand ils ont eu leur nombre. Ils avaient besoin d'une 50aine de femmes, je crois qu'ils en ont pris 48. Et après, ils ne demandaient plus qui veut. Allez hop, au gaz, camionnette. Quand vous dites ils ont pris 48, c'est-à-dire entrée au petit camp. Voilà, moi j'étais dans les 48 qui sont rentrés au petit camp. Et tous les autres? Au gaz. Parce que... Et dans les 48, il y en a encore eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui étaient trop maigres, qui étaient trop pâles, qui étaient pour une raison ou pour une autre, qui avaient pris des coups à mort. Hein. Il y a eu des sélections, ce qu'on appelle des sélections. Alors que les autres avaient eu droit à la sélection principale, à l'arrivée. Comment ça se passait, la sélection? La sélection nous alignait. Et c'était en partant, en musique, au pas, par 5, les rangées. Il y avait des gars sur le côté, dont un Toubib, d'ailleurs, je pense, qui regardaient l'aspect des femmes et qui en faisaient sortir certaines qui leur paraissaient pas valables pour le travail. Voilà les sélections. Alors là, si on savait pas ce qui nous attendait au départ, on savait très bien où ils allaient, ces gens-là qu'on choisissait. Et comment on faisait pour apparaître une femme qui a une santé suffisante pour pouvoir travailler? Je vous dis, pas la personne elle-même, mais nous autour. On disait, écoute, viens, on va te rosir les joues avec un bout de brique. Mets-toi là dans le milieu du rang. On a essayé de les camoufler. Mais dire qu'on va faire semblant... je vous dis, peut-être que dans 1 heure, les avions sont là. Peut-être que la guerre finit. Ce serait bête de mourir maintenant. Fallait pas vivre au mois le mois, hein. Fallait vivre à la minute. Tenir encore 1 minute, encore 1 minute. Quel est votre état physique dans le camp? Est-ce que vous avez été malade? À part cette dent qu'on m'a arrachée, si j'ai eu la courante quand je suis arrivée à Ravensbrück, puisque ma Fabienne Ferry m'a tiré d'affaire. Par contre, à la fin, quand ça a été fini, le moindre verre d'eau que j'avalais, je le retenais. La femme éponge. Autant on m'avait pressurée, autant je me dilatais. Je suis rentrée. Ma sœur à Lyon venait de visiter des déportés rentrés dans un hôpital. Elle revient chez elle, elle me trouve sur son palier. J'étais gonflée d'œdème. Elle ne comprenait plus rien du tout. Elle venait de voir des gens qui avaient la peau sur les os, et moi j'étais là toute... Mais c'était pas mieux, hein.
Qu'est-ce qui, dans ce régime et dans cette survie, qu'est-ce qui était le plus difficile? Vous avez mentionné la qualité de l'alimentation, pardon, oui. Oui, en cours de question, on est arrivé à... C'était Oui, ce qui était le plus dur. ce qui était le plus dur. Si c'est... Alors, la faim, c'est dur. Être couché comme ça, vautré dans les lits, c'est dur. Mais le froid, le vent de Haute-Silésie, je vous dis pas. On a un jour cherché à se cacher dans un mirador, il n'y avait pas le soldat. À l'intérieur, eux avaient de la laine de verre pour se tenir un peu chaud. Mais nous, quand il est arrivé, qu'il nous a pris là-dedans, on a pris une belle trempe. Mais il n'y a pas que le froid. Le pire, tout dépend du genre de travail qu'on vous donne. Casser des blocs, comme ça, pour faire des routes. On les casse en morceaux et on place les morceaux. Il fallait avoir la force. Et on avait avec nous une femme extraordinaire. Je ne sais pas dans la vie courante ce qu'elle était, mais elle nous rendait un service immense. Elle avait encore gardé une force du tonnerre par rapport à nous. Et elle nous aidait quelquefois à casser notre bloc. Alors faire des routes, c'est pas drôle, surtout dans le froid. Dans cette espèce, c'est pas une mine, ça s'appelle comment ça s'appelle, un grand creux, il y a des carrières. Voilà, dans des carrières, un travail de pénibilité, je vous dis pas. Parce que pour arriver à rentrer sa pelle dans le gravier, dans le sable et tout, quand elle était bréchée, quand elle est lourde et tout, on se précipitait déjà en arrivant sur le chantier pour essayer d'avoir la moins lourde et la moins ébréchée. Bon, c'était une lutte, il n'y a pas de doute. Et puis, oui, je crois que c'est différents commandos, parce que toutes n'ont pas été avec mes quelques Ukrainiennes que j'ai eues un jour. Ça pousser des wagonnets remplis de sable, de tas de trucs, porter des morceaux de lavabo, hein, porter aussi ces fameux bacs remplis de soi-disant café en glissant. C'était lourd. Qu'est-ce qui était le plus dur? Aller choisir. Alors, un jour, j'ai atterri quand même dans une usine d'armement où il y avait des boîtes en bois qui contenaient des petits obus, si vous voulez. Et on était chargé de prendre sur un tas les boîtes et d'aller les porter ailleurs. J'ai ramassé une boîte le matin, et puis j'ai commencé à marcher avec, et puis on m'a toujours vu toute la journée avec une boîte dans les bras. J'ai soi-disant travaillé toute la journée. Cette boîte-là que j'avais eue le matin, elle revenait à son tas le soir. J'avais pas fait ça pour les Allemands. J'avais fait semblant, mais j'avais pas pris de coups. Éviter les coups. Ça, c'était le truc. Alors, parlons-en de cela, parce que vous évoquez les choses qui étaient difficiles, et c'est vraiment à la fin de votre réponse que vous évoquez les coups. Qui donne les coups et quels coups reçoit-on? Qu'est-ce qu'on fait subir Tout le monde a le droit de vous en donner, et au contraire, on les félicite. Il y a déjà un truc, c'est que, en tout cas, on va déjà commencer par les petites femmes soldates dont je vous parle, qui, elles, adoraient le sang. Je reprends, c'est la même histoire. Si vous avez la chance de saigner tout de suite et de bien gueuler, on vous fout la paix. Mais sinon, elles tapaient, c'était des monstres, des déchaînés, des hystériques. Je crois bien qu'elles étaient pires que les bons hommes. Ah, faut que je vous parle du bloc des expériences aussi, où j'ai vu des femmes aller se faire étriper pour, je sais, trouver quoi, faire avancer la science. Parlons-en. J'ai vu à l'intérieur de Birkenau un bloc qui était aussi encerclé, où il y avait des pauvres gosses debout toute la journée comme ça, à rien faire, debout, dehors. Je ne sais pas ce que c'était que ces gosses, ça devait être des petits Polonais non-juifs, je pense. Ou est-ce qu'ils les gardaient pour faire des expériences? Vous savez qu'ils ont fait des expériences sur les jumeaux. Bon, il y avait un bloc, le commando Pouf. Les filles non-juives, polonaises, avec des petits boléros en angora blanc, qui nous passaient le matin toutes fières, pomponnées, maquillées, bien nourries, chauffées, et qui allaient faire le tapin. Hein. Alors celles-ci nous méprisaient. C'était des reines.
Bien sûr, nous, avec les allures qu'on avait et elle resplendissante, c'est le jour et la nuit. Elles étaient fières de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles étaient. C'est dingue. Les expériences qui étaient menées, est-ce que vous avez été témoin de ce qui a été fait? Est-ce que vous saviez ce qui se pratiquait? J'ai en tout cas une petite grecque qui est partie faire le chemin alors qu'elle avait le ventre ouvert encore. J'ai une qui s'était pris un doigt dans une machine de menuiserie. Bon, mais ça, c'est pas une expérience. Mon mari a eu un vaccin d'un liquide bleu. Et quand on a attendu notre deuxième fille, hein, bien des années après, au Bourget, il s'est demandé sérieusement ce qu'on allait faire comme gosse. Et à l'époque, on donnait 5 francs au futur papa pour aller se faire un contrôle du sang. Il est allé en disant qu'il venait pour avoir 5 francs pour aller boire. Ça, c'est autre chose. Mais bon, notre deuxième fille semble bien, normale. Quoique j'ai un jour au Bourget reçu un questionnaire pour me demander quel comportement avait un gosse de déporté. Ils ont essayé de faire une espèce de recherche à savoir si on n'avait pas pondu des anormaux. Bon, elle est un peu traumatisée, d'accord, parce que je me rends compte à certaines choses. J'ai ma petite amie en ce moment qui est sous chimio, qui a une fille, Laurence, qui lui a posé des problèmes aussi. Est-ce que c'est la généralité des jeunes qui pose problème? Je ne sais pas. Une autre, Ginette, à Maison-Lafitte. Alors elle avait un gosse, alors lui, elle épouse un protestant. Le petit fait sa communion protestante. Et arrivé à 33 ans, son père meurt et il décide que Fauchet, ça lui plaît pas comme nom, il veut s'appeler Racovert, comme ses grands-parents. Il monte chez un avocat et l'avocat lui dit « Mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes à l'abri en tant que Fauchet. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous serez encore ennuyé avec Racovert. » Il dit « Ça fait rien, moi j'en ai marre. » Il reprenait le nom. Et quelques mois après, il se fait couper le zizi. Alors on s'est dit, il aime une fille, elle lui a imposé ou quoi? Pas du tout. Et mon mari l'a vu, qui venait faire cachériser sa vaisselle, il passait devant lui, il disait, où est-ce que tu vas, Jean-Jacques? Je vais faire cachériser ma vaisselle. Le gars, il se révoltait. Il se révoltait. Il avait un père protestant, vous avez dit? Oui, mais alors, un protestant qui était un drôle de gars. Il avait une mère juive? Attendez, quand il est né, oui, Ginette était juive, elle s'appelait Racovert. Alors, à la naissance du petit, il commence par nous sortir, il a toute part chez vous. Nous, ça nous a fait un plaisir inouï, mais on est pour la paix des ménages, on n'a rien dit, si ça le convenait à Ginette. Le gosse, il attrape l'âge d'apprendre un métier, il voulait être boulanger-pâtissier, pourquoi pas? Hein? Toi, t'es fait pour être commerçant. Encore un coup, c'est... Il était un peu... ma Ginette touchait une pension hein, des Allemands en tant que déporté. Et lui, ben, il était bientôt jaloux de ce qu'elle touchait. C'est dingue. Est-ce que c'est la Ginette qui était avec vous à Drancy? Oui, dans le wagon, à côté de moi. Et qui est revenue? Oui, elle est à Maison-Lafitte, 7 boulevard Voltaire. Et son fils, il a... Malheureusement. Son fils, c'est à quelle époque? À quelle époque il a voulu faire cette démarche? Quand il a eu 33 ans. Et ça remonte à combien de temps, là là, ça fait déjà quelques années, là. Hein. C'est quand même bien facilement 30 ans après la guerre. Ah, oui. Oui, d'accord. Oui. Et alors, c'était fou, ce gosse. Il était cachère, si vous voulez, il était croyant, hein, mais il faisait toutes les fêtes. Tous les samedis, il allait au tir. Vous ne croyez pas qu'un jour, il tire et que la balle, au lieu d'aller en avant, elle lui rentre dans l'œil. Elle l'a perdu, son gosse. Il a traîné quelque temps et elle l'a perdu. Ah non, c'est une fille qui a eu une drôle d'existence. Sale parcours. Alors, on évoquait les conditions de vie à Birkenau. Birken. Oui. Et
Moi, je pense aussi à vous interroger là-dessus sur les femmes qui vous gardaient. Du côté des hommes, c'était des détenus de droit commun, généralement, enfin certains, et ceux que votre mari a côtoyés en tout cas, étaient issus de la pègre ou du milieu, ou étaient des malfrats. Euh, dans le quartier des femmes, En généralité, c'était des Polonaises non juives. En généralité. Il y avait quelques juives quand même, mais c'était des femmes qui avaient fait... Je sais, on est arrivé, elles étaient là depuis... Ça faisait 3 ans. Alors... Et puis alors, elles nous enviaient parce qu'elles disaient que on avait peut-être une chance de survie, qu'elles n'auraient pas, qu'elles pourraient peut-être pas tenir encore, que nous, on avait encore un peu de réserve. Elles nous enviaient. Elles nous enviaient d'être françaises, parce que les Françaises, on sait ce que c'est, elles mangent du chocolat et elles couchent. Vous voyez l'idée qu'elles s'étaient faite de la France. et entre les différentes nationalités à l'intérieur du camp, est-ce qu'il y avait des distinctions? Est-ce qu'il y avait des... Ben, on disait que les petites Grecques étaient kleptomanes, hein, elles avaient tendance à faucher, mais c'était pas méchant. Est-ce que les solidarités, sur quelle base elles se constituaient? Et d'ailleurs, c'est aussi une question sur la résistance. Est-ce qu'il y a une résistance dans le camp? Déjà morale, hein. C'est sûr que moralement, on s'arc-boutait. Ce que j'appelle la solidarité, c'est quand ma Ginette me dit j'en ai marre, prends mon pain. Je lui dis Ginette, je regrette, mais tu mangeras. Elle m'appelle sa petite mère. On a très peu d'années d'écart. Bon, j'étais femme mariée, mère de famille. Bon, t'es ma petite mère. Oui, on a essayé justement de ne pas agir en avilie. Donc on a décrit les conditions de travail. Euh, Vous allez changer de camp à un moment de votre vie. Comment ça se passe? À quel moment? À quelle époque? Au bout de 6 mois, on vient ramasser un commando qui part carrément, qui change de camp, qui va à Auschwitz même. Des baraques en bois où nous étions, on partait dans des baraques en briques. Alors, autant à l'entrée du camp, il y avait Arbeit macht frei, hein, le travail c'est la liberté. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Un washroom, là où on se... La propreté, c'est la santé. Ils avaient Ah ça... Bon. Je me suis demandé si c'était pas un bloc qu'on faisait visiter à peut-être une éventuelle Croix-Rouge ou quelqu'un, parce que les lits, il y avait des édredons en satin piqués, il y avait de la paille en dessous. Mais dessus, édredons en satin piqué. Je dis, mais de qui on se fout là? Parce que dans la journée, bon, j'étais plus dehors dans les commandos froids, on défaisait les on défaisait les semelles des hauts. C'était de la récupération. Alors là-bas, on n'était pas mieux nourris, hein. Bon, mais il n'y avait pas le froid du dehors. En tout et pour tout, écoutez, ça a duré 1 an, cette petite histoire-là. Hein. Du 1er mai 44 à fin mai 45. Et avant, il y avait eu les 3 mois de Fresnes, mais ça, c'est des roses. Donc, dans quelles conditions, une chose qu'on a peu évoquée, vous décrivez votre bloc, le bloc où vous êtes au début à Auschwitz, comme un bloc, oui, à Birkenau, qui donne sur les fours, le crématoire, l'arrivée des trains, les rampes, les rails, la descente des voyageurs. En général, ils faisaient bloc sperré. Ils ne voulaient pas que ceux qui descendaient des trains nous aperçoivent. Donc, ils nous gardaient pendant ce temps-là, quand il y avait une descente de train, ça allait vite, enfermés. Mais il y avait quand même des fenêtres. Eux ne nous voyaient pas, et nous, on les voyait. Et qu'est-ce que vous voyez alors? Eh ben, des files de gens qu'on descendait des trains, des femmes avec des gosses dans les bras, des femmes qu'on tiraillait parce qu'elles ne voulaient pas lâcher les gosses. Et nous, on ne pouvait rien. Même si on avait... Puis on espérait ne pas reconnaître quelqu'un dans l'eau, en plus, parce que ça nous aurait rien amené, qu'il y en ait une de plus qui meurt ou qui souffre.
Est-ce que durant tous ces mois, vous avez été témoin, vous avez envisagé vous-même une tentative d'évasion, de révolte, ou une manière ou une autre de faire quelque chose? La tour de Babel, personne ne parle la même langue. Et aussi autre chose, si j'avais parlé polonais, peut-être une chance. Et encore, le polonais étant tellement anti-sème, hein, qu'il nous aurait balancé. Ça a failli m'arriver lors du repli. Je suis rentrée avec 2 polonaises non juives dans la cour d'une ferme. Le soldat avec son fusil était dehors. Il attendait qu'on ressorte. Et les 2 polonaises ont dit à la fermière, Jedowka, c'est une juive, fous-la dehors. Elle savait que le gars était là, il n'attendait que ça. C'est la seule fois où j'ai essayé un peu de me planquer. Mais sinon, sans connaître le polonais, allez vous expliquer. Et je vous dis, c'était pas sûr qu'elle m'aurait gardé. Peut-être. Et votre mari évoque un cas de suicide, par exemple. Est-ce que vous avez été Une témoin? pendaison. Une pendaison. Il y a une fille où elle avait essayé de se sauver, elle. Ça devait être une juive polonaise. Et là, on nous a fait aligner et assister à la pendaison. Elle a été pendue. Bah, bien sûr. Oh. C'était pour l'exemple. Les mauvais traitements les plus courants, c'était les Les coups. coups, les coups, les coups, les coups. Donc, vous évoquez le repli. Vous êtes allé vous-même, vous êtes déplacé de Auschwitz. De Birkenau Mhm. à Auschwitz même. Oui. Donc, des commandos extérieurs, si vous voulez, hein, des baraques en bois aux baraques en pierre, avec un travail à l'intérieur. Ça dure combien de temps, ça? Que je vous dise pas de bêtises, écoutez, c'est pas compliqué. Quoi qu'il y a eu les diverses promenades. Moi, je suis rentrée fin mai à Paris. J'avais dû traîner quand même un bon mois entre... on est parti mai, juin, juillet ou septembre, peut-être octobre. J'ai dû arriver au Chou Commando octobre-novembre, un truc comme ça, et au début janvier, on fichait le camp. Hein, alors, il y avait les Russes d'un côté, de mon côté d'ailleurs, il y avait les Américains de l'autre. Hein, et j'ai fait Nikolaï, là, le premier arrêt, j'ai fait Gleiwitz, deuxième arrêt, pareil. Après, vous voyez, il y a des parties en commun. Vous avez souvenir du bombardement quand Oh, il y a une fois, on était d'ailleurs dans un train découvert. Il y avait les soldats allemands qui nous encadraient dehors quand ils ont commencé à entendre le bruit des bombes. Ils ont fichu le camp dans la nature. Et nous, on sautait bientôt, même s'il y avait du dégât, même s'il y avait des morts, on disait qu'ils nous libèrent, que ça finisse d'une façon ou d'une autre. Autant ils avaient peur, autant on était contente pendant un bombardement. J'ai couché pendant les marches, une nuit dans la neige. Le matin, autour de moi, elle ne se relevait pas, elle était morte de froid. Et quand on nous faisait faire des fois des arrêts, c'était terrible. On se laissait tomber de fatigue, mais pour se relever et repartir, c'était terrible. J'aurais bientôt voulu qu'ils nous laissent debout, tellement c'était dur de se relever. Alors, ce que vous décrivez là, c'est le moment où, au mois de janvier 1945, Oui. est décidé... Le repli. On fiche le camp d'Auschwitz. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se passe? Oh, ils nous disent rien. Ils vont pas nous dire que les Américains sont là ou que les Russes sont là. Vous pensez bien. Mais est-ce que Faut vous marcher. savez, est-ce que vous en doutez, vous? Ah bah oui, d'abord il y avait eu le coup du paquet que j'avais reçu, j'avais dit aux filles la guerre est finie. Bon. Et effectivement, on s'est seulement demandé une chose. Quand et où vont-ils nous abattre? C'est pas possible qu'ils laissent tout ce monde-là en preuve. Donc, Et j'ai eu une drôle d'histoire là-dessus.
quand j'étais un petit peu requinquée et que j'ai voulu rentrer en France, il y avait l'Elbe, un pont. De ce côté-ci, c'était gardé par un Russe et de l'autre côté par un Américain. J'arrive vers l'Américain, il me refoule. Je crois qu'il se méfiait que n'importe qui ne rentre pas par là, j'en sais rien pour quelle raison. Et il y a une petite femme soldate russe qui me montre 6 heures, le général, tu passeras. À 6 heures, le général, il m'attrape, bras dessous, et on est passé. Et là, bon, on m'a indiqué une espèce de caserne où on rassemblait pas mal de gens, on les désinfectait, ou des DT et tout. Mais, si vous voulez, c'est grâce au général russe que j'ai pu passer. Alors, on va peut-être revenir un moment tout à l'heure sur cet épisode. Moi, je voudrais juste qu'on revienne un instant sur Auschwitz, janvier 1945, et que vous me disiez comment la décision, comment l'évacuation se produit effectivement, c'est-à-dire comment ça s'opère, qui vient vous trouver pour vous extraire de là. Ah ben, lousse, vite, allez, dehors, on s'en va, on marche. Sans explication, hein, ils n'allaient pas se vanter qu'ils étaient en train de prendre la pilule. Et on vous a mis dans... Ah, la marche. La même marche que, je vous dis, mon mari, moi, j'ai pas fait ces 18 jours, j'ai fait 13 jours. Mais alors, les filles qui essayaient d'aller prendre un pissenlit dans un pré, elles étaient abattues. Donc vous avez marché de Jour et nuit. quel endroit à quel Et alors, endroit? il y a un moment, avant d'arriver à Ravensbrück, je me rappelle que j'avais une couverture, mais qui était tellement imbibée d'eau que ça pesait, c'était un poids terrible. Ils nous avaient, après avoir été le long du mur accroupi, ils avaient voulu nous loger dans des vacherooms inondés. Alors, ma couverture pleine d'eau et puis les vacherooms pleins d'eau, je vous donne ça comme ça me vient. Donc au cours de ces marches effroyables, vous marchez constamment, comment vous êtes alimenté, comment ça se passe tout ça? Je vois même plus comment... Justement, je vous dis, on a essayé de bouffer de l'herbe. Donc vous prenez la direction de Ravensbrück, c'est ça? Voilà. Ah, j'ai fait d'abord un petit camp Malkoff, Schellenfeld et Ravensbrück. Et j'ai fini dans un bled qui s'appelait Wermsdorf. Alors parlons un moment de Ravensbrück, hein. Combien de temps vous passez dans ce camp? J'ai dû y passer, je sais pas, une bonne 8aine de jours. Et alors, il y avait eu un camp, je sais pas si c'était à Schellenfeld, où ils nous redonnaient d'autres numéros que ceux-là, mais sans nous les tatouer. Simplement cousus sur le vêtement. Un autre numérotage. Est-ce que vous êtes en contact à Ravensbrück avec la résistance dans le camp, par exemple? Est-ce que vous aviez... Ah, pour moi, la seule que j'ai contactée et vue, c'est Fabienne Ferry. Pour elle, j'étais sa juive, elle m'avait connue à Fresnes. Moi, je valais quelque chose, les autres valaient rien. Je l'ai entendue d'ailleurs à Paris à notre retour dans une des 2 associations dont on recevait la presse. Alors un même fait était commenté d'une façon et ce fait était commenté d'une autre. Autrement dit, il y avait une espèce d'entente pendant la guerre. Dès que la guerre a fini, ça y est, il y avait la gauche et la droite et ça y est, ils étaient déjà plus d'accord. Il faut que je vous dise que les plus dangereuses missions avaient été confiées quand même à des gens de gauche. Et que ceux qui étaient le mieux ravitaillés en armes par des parachutages, c'était les maquis de droite. Il faut quand même le dire. Ceux qui se sont fait reconnaître le plus tard, ce sont les déportés civils, si vous voulez. Et les résistants, dès qu'on est rentré, bon, ben d'accord, t'étais là, les murs, Périclès, ça allait. Gaulliste par-dessus le marché.
Fabienne Ferry, vous l'avez connue à Fresnes. Tout à fait. On a été pendant 3 mois ensemble, Et ensuite, vous la retrouvez. à Ravensbrück. Est-ce- C'était- Dans quelles conditions vous la retrouvez? Moi, affalée, accroupie le long d'un mur avec un tas d'autres filles comme moi, elle passait par là. Elle me voit. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, et puis, bon, je dis, je suis malade, j'ai la dysenterie. Allez, hop, viens. Parce que c'était pas drôle, Ravensbrück. Mais c'était pas l'assassinat automatique, c'était pas l'usine à mort comme là-bas. C'était dur. C'est sûr que les camps de concentration, c'était pas marrant. Quand quelqu'un ruait dans les brancards, était pas d'accord dans un camp de concentration, croyez pas qu'on l'envoyait quelques jours par chez nous avec une espèce de carré dans le dos, comme quoi c'était du provisoire. Il venait là en punition. T'es pas content dans ton camp, tu vas voir ce que c'est qu'un camp. C'est comme on menaçait à un moment, mon mari vous parlait de Strafkommando, commando disciplinaire. Oui, on allait plus vite à mourir que dans un simple commando, c'est sûr. Alors, il y a un terme, un mot qui est directement issu du système concentrationnaire pour évoquer ceux qui étaient dans un état tel que leur délabrement physique. Les musulmans. Est-ce que vous pouvez me dire un Musulmanes. mot de ça? Est-ce qu'il y a un Oh moment ben, trop maigre des mollets, trop pâle et aminci, les fesses qui plissent. Voilà un musulman. Une espèce de cadavre ambulant. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie dans le système concentrationnaire où vous avez redouté ou pensé que c'était le moment où vous-même ressembliez à un musulman ou à une musulmane, enfin un musulman? Parce que Non, vous je me suis pas décrivez posé. votre état physique à Ravensbrück. Non, je regardais un peu les copines, lesquelles on devait planquer. Je me suis pas posé la question pour moi, c'est très curieux. Non, je me vois pas. Parce que votre état physique à Ravensbrück, c'est celui d'une personne Ah épuisée. bah là, oui, oui, épuisée. Mais malgré tout, d'avoir rencontré cette femme, c'était quelque chose d'inouï, d'inespéré. Beaucoup de choses ont été comme ça. Donc ensuite, 8 jours à Ravensbrück. Et Oui, à peu près. Et puis, je vous dis, après, on nous a... Je ne sais plus très bien d'où on est parti, qu'on est allé dans une espèce de... On est reparti sur les routes, après on nous a emmenés dans une grande caserne où on regroupait des résistants ou non résistants, des STO, il y avait à boire et à manger dans ces casernes. Et puis on nous avait donc annoncé à un moment, attendez, je suis en train de... Ah, c'est dans l'hôpital où j'avais atterri qu'on a entendu à la radio sonner les cloches et que le petit vieux pharmacien est venu me dire c'est fini. C'est fini. Il m'a porté dans ses bras jusqu'à son poste pour que j'entende les cloches à la radio. Et de là, donc, il y a eu cet hôpital, et une fois retapé, je retraverse la cour de l'hôpital, je retombe sur le médecin que j'avais vu en débarquant à l'hôpital. Le gars était complètement sidéré de me voir là. Parce qu'il avait non-assistance à personne en danger, ça, largement. Hein. ça se passe à quel endroit exactement? À Wermsdorf, l'hôpital pour soldats allemands blessés. Donc, ce qui se passe quand vous entendez le mot c'est fini, là, c'est à Ravensbrück. Hein. Non, Non. c'est à Wermsdorf. C'est à Wermsdorf. Voilà. Où vous étiez détenu alors? Où j'avais rampé pour pénétrer. Après l'histoire du petit village, du lapin blanc et tout. D'accord. Wermsdorf. Donc vous êtes échappé de ce cortège. Ah Hein. ben, oui, au lieu de m'abattre, comme il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu ces gens-là, hein, si on avait été en race campagne, ils me tiraient dedans, ça c'est sûr. Tous ceux qui traînaient la patte, qui empêchaient l'avance de la colonne. étaient fichus.
Mon mari vous a dit qu'il avait soutenu Plume. Plume, c'est un adorable garçon de la résistance de notre réseau. Eh ben, ce type, il pouvait plus. Mon mari il traînait, c'est sûr. Donc c'est à Wermsdorf, après Pour cette, moi. en quelque sorte, Oui, parce évasion d'une qu'on certaine m'avait façon. posé une question concernant la libération des camps. Mais on n'a pas tous été libérés dans les camps, ceux qui restaient. On a été quelquefois libérés en marche. Les soldats, les uns ou les autres, ont fini par nous rencontrer. On a fini par... comme ça. Chaque histoire, je pense, est peut-être un petit peu différente. Pour moi, c'était ça. Et vous, les premiers libérateurs, en fait, que vous côtoyez, c'est à quel Les moment? Russes. Les Russes, j'étais du côté russe, du côté de l'Elbe, où les Russes étaient, et de l'autre côté, c'était déjà l'Américain. Alors, la phrase "c'est fini", elle dit beaucoup de choses, mais d'abord, à quoi vous pensez à ce moment-là, sachant que votre état physique et moral est fragile encore? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est fini à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça vous dit, c'est fini? Ah, j'ai peut-être une chance de revoir ma gamine. La gamine, il n'y a que ça. Après, on parlera du mari. Puisqu'il y avait peu de chances pour que je le revoie. Comme lui, il a été époustouflé de savoir que j'étais en vie. Ben, avec ce que m'avait dit la Polonaise à l'arrivée, j'avais plus beaucoup d'espoir. Mais je savais qu'existait la gamine. Alors on l'a quittée, elle avait 3 ans. On l'a retrouvée, elle avait 5 ans. Elle ne nous reconnaissait pas. Il a fallu l'apprivoiser. Donc, nous sommes au printemps 1945, hein, c'est ça, au mois de mai 1945, oui, là. oui. Vous êtes à Wermsdorf, vous vous remettez à peu près physiquement, lentement. Et comment ça se passe ensuite, les semaines, les mois qui suivent, au cours de cette trêve? Attendez. Oui, Si j'ai entendu les cloches, c'était le 8 mai. oui. Bon. Et je suis rentrée fin mai à Paris. Il y a 3 semaines, là. Hein, il y a 3 semaines. Si les Allemands m'ont pas eu, je crois que les Américains ont failli m'avoir. Je vais vous dire comment. Il y avait des camions, où ils faisaient monter les gens pour les emmener vers la frontière, vers la France, ou vers les trains. Bon. 450 kilomètres avec un gars qui, d'une main, a le guidon, d'autre main, la taille d'une fille, ou sort une grenade de sa poche et la balance quand on traverse les villages. Il semblait un petit peu ivre. Ça zigzaguait comme ça. J'ai dit, je rentrerai pas entière à la maison avec cet Indien-là. C'est pas possible. Bah, il y a un bon Dieu pour les poivreaux. Donc, vous rentrez dans c'est quoi? C'est une camionnette? C'est une automobile? Oui, une espèce de grand camion. On était entassés. Il nous emmenait vers un train qui puisse nous... Je suis rentrée par le nord de la France, moi. Et je me suis fait engueuler par les gendarmes français en disant quoi? Vous revenez avec rien dans les poches, dans les poches. Vous n'avez pas pillé, vous n'avez pas essayé de vous servir. J'ai dit, moi, j'avais qu'une idée. Rentrer. J'en avais rien à faire de piller chez ces gens-là. Vous avez pris un train à quel endroit Je sais plus. Ça, vous voyez, j'ai pas la C'est un mémoire train, qu'il a. vous l'avez pris en Allemagne, hein, le train. Ah c'est bien oui, clair, oui, hein. oui. Et puis, ils nous ont amenés. Je sais pas s'il y a une ville dans le nord qui s'appelle Roa à la frontière. Je sais que chaque arrêt du train, dans chaque petit village français, on avait droit à la Marseillaise, à la fanfare, à la Croix-Rouge qui nous donnait du thé chaud, des trucs, des machins. Ça a été, on pleurait, tout le monde pleurait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Quand vous racontez ce voyage, c'est avec des détenus. Avec des rentrantes, Oui. mais il y en a qui n'ont pas tenu le choc. Vous savez qu'il y a eu encore des femmes qui sont mortes pendant le retour. Elles n'ont pas tenu le coup. Ils sont dans des Et alors, prisons. mieux, il y a une grande Paulette,
Un jour, il y a un gars de la Wehrmacht, un vieux. Il regarde, il passe près de nous, il nous jette un gros os de gigot. Il y avait encore un peu de viande autour, mais on a vu que c'était volontaire. On s'est assises en cercle et on s'est mis à sucer ça les unes derrière les autres. Ma grande Paulette était tuberculeuse. Elle est rentrée au Sana dès qu'elle a mis les pieds en France. Et j'avais sucé derrière elle. Je vous dis, c'était pas le jour, c'était pas l'heure. Par contre... Ça, c'était en Allemagne, alors, ça? Ça, c'était encore en Allemagne. Alors, attendez, par contre, mon mari a eu, il y a 3 ans ou 4 ans, de la tuberculose. Et vous savez pourquoi? Le docteur lui expliquait que c'est un truc qui avait été déclenché par la prise de cortisone. Un truc qui était enterré en lui, qui était durci ou je sais pas, enfermé, et qui s'était réveillé. À cause de la cortisone avait dégelé ça. Alors pendant 8 jours, j'aimais vous dire que mon gendre, ma fille, mes 2 petites filles et moi-même, on a été surveillés, et que, bon, aujourd'hui, on fait des médicaments, en 8 jours de temps, vous n'êtes plus contagieux. Donc, ça s'est encore pas trop mal terminé. Alors, j'ai une question sur les contacts, s'il y en a eu, avec la population allemande, que ce soit à Wermsdorf ou pendant le voyage en train ou dans les villages. Les contacts, j'en ai eu avec la population polonaise un peu. C'était tous des pauvres types alignés devant leur baraque en briques rouges, là. Et ils savaient très bien ce qui se passait, puisque beaucoup de ces gens nous servaient de moniteurs au travail. Et j'aime vous dire, bon, ils faisaient du zèle, pas mal. Ils nous engueulaient, on a appris les gros mots, vite fait. Après, pendant qu'on traversait, il y a certaines personnes qui ont voulu nous donner à boire. En Allemagne. Oui. Bon, mais est-ce qu'on leur avait dit qu'on était des vauriens, des voyous ou quoi, j'en sais rien. Elles se sont fait vite rabrouer. Fallait surtout pas nous aider, en quoi que ce soit. Pas une goutte d'eau. C'était les Américains qui les rabrouaient? Ah non, 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 attention. Là, vous parlez du retour ou de l'aller? Alors, vous parlez du voyage en train quand vous rentrez en France? Du voyage à pied. Du voyage à pied? À pied. Quand on était à pied et Donc qu'on ça, c'est les traversait. marches. Oui. Voilà, voilà. Donc là, c'est les marches. Vous êtes gardés par des Allemands, Ah oui, des SS. oui, tous les quelques mètres, ils sont là avec leurs fusils, leurs chiens. Et là, les Allemands... Oh, les chiens, je vous dis pas. Ma Ginette, elle avait fait, par manque de vitamines, ce qu'on appelle de la vitaminose, des grandes plaques, des plaies. Et les chiens qui se ruaient sur elle. Cette fille-là, toussant comme elle toussait et amochée comme elle était, quand elle a sonné chez moi 34 rue Ramey, que je lui ai ouvert la porte, j'ai failli tomber raide. Elle s'en était sortie. Elle avait fait le repli à je ne sais plus quoi. Bon, ça, c'est son histoire. Impensable. Donc vous arrivez en France un jour de la mai. fin du mois de mai, en fait à la fin du mois de mai. Une semaine avant mon 1945. mari. Il est rentré le 2 juin, et ben moi j'ai dû rentrer, je sais pas moi, le 25 mai, un truc comme ça. Et quand on m'a monté chez la belle-mère, les gendarmes m'ont emmené chez elle au 6e. C'était impensable, je vous l'ai raconté ça. Et dites-moi d'abord où vous arrivez à Paris lorsque À Paris, à la vous gare posez du les Nord, pieds. à la gare du Nord. Je venais de la frontière Nord, j'arrive à la gare du Nord. Et là, il y avait des camions pour nous emmener direct à Lutetia, qui était à côté de la rue Récamier. Direct. Alors là, à Lutetia. Alors là, j'ai passé toute une nuit à regarder des photos, il y en avait plein les murs, pour essayer de renseigner les gens. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'une fois que j'avais les personnes en face de moi qui me demandaient comment vous avez vu ma fille, incapable de dire à un père qu'elle était morte en route debout avec à la fois ses règles et la diarrhée et en marchant, allez dire ça à un père. Elle est morte, elle est morte. Il n'avait pas besoin d'avoir les détails. Non, j'ai fait des recherches inutiles. J'étais pas fichue de dire la vérité. Ça, c'est à l'hôtel Lutetia. À Lutetia.
Vous y passez combien de temps? Ah ben écoutez, là, j'ai pas passé tellement de temps. Déjà une bonne journée, et après on m'a amené chez ma belle-mère. Mais en tout cas, je sais que le 2 juin, j'étais encore là, hein, à Paris. Où est-ce que j'ai dormi? J'en sais trop rien. J'ai... Rencontrer vos proches. Bah, c'est-à-dire que mes 2 sœurs sont à Lyon. Donc, il y a en partant à Lyon pour aller rechercher mon aîné que je retrouverai mes sœurs. Maintenant, des proches, il y a un cousin à Paris qui nous invite à déjeuner. Et on a vu qu'ils étaient affolés. 32 kilos, il avait la peau sur les os, il ne pouvait pas rester assis plus de 2-3 minutes, ça lui faisait mal. Votre cousin? Non, Paris. Alors, attendez. Il n'avait qu'une hâte, c'est qu'on fiche le camp. Il avait l'impression qu'on allait tous les deux mourir chez lui. Hein. Il nous offrait un déjeuner, bonté, curiosité, j'en sais trop rien, il faisait sa BA. Et puis, à la fin du repas, on voit qu'il y a des morceaux de pain qui traînent sur la table. On s'est fichus en colère tous les deux. Mais on les aurait bouffés. Quoi? Des restes de pain? Non, avant le retour de votre mari, vous m'avez dit que vous étiez allé voir des membres de votre famille. Vous êtes allé voir votre beau-père, hein, c'est ça? Ma belle-mère, oui, il vivait au 6e, 113 rue d'Henri-Mont. Et bon, lui, il était couché parkinsonien. Et puis, il y a quelques que j'ai vu debout m'ouvrir. Comment a-t-elle réagi lorsqu'elle vous a vu sur le pas de la porte? Elle, c'est une femme très pieuse, hein, et qui avait eu quand même des nouvelles de son garçon. Hein. Quand on lui a dit qu'il était soigné par les Américains, qu'il avait eu le typhus, elle était bien renseignée. Hein. Ça ne l'étonnait pas de me voir aussi. Puisqu'elle avait eu des nouvelles de lui, bah, ça coulait de source. Comment elle avait eu des nouvelles de lui, à votre avis? Je ne sais pas si mon mari n'avait pas eu l'occasion de remettre un petit mot à quelqu'un et que ça lui était parvenu. Donc vous, lorsque votre belle-mère vous dit « mais mon fils… » Oui, je dis elle est complètement piquée. Elle est idiote. Vous n'avez pas cru que votre mari puisse vivre? Ah ben non. Ah ben non. Là, presque tout le train était passé au gaz dès l'arrivée. 100 personnes sur plus de 1000 qui en réchappent. Et puis en plus, figurez-vous qu'étant donné qu'on s'est connus très jeune et que c'était un gars qui avait jamais le moral, il m'avait dit un jour qu'il n'arriverait pas à ses 18 ans. Déjà, j'aurais dû me méfier, hein, il n'était pas joyeux. Je me suis dit, quel moral l'aurait fait tenir parce qu'il est plutôt noir, hein. Même aujourd'hui, il regarde des films de guerre, il regarde des trucs d'horreur, il se passe pas de jour sans qu'il me parle pas de la fin des haricots. Je lui dis ça, hein, stop, t'arrêtes, hein, n'en parlons pas. Je vois la vie, les petites filles, et puis on a encore peut-être un peu de travail à faire. Donc, votre belle-mère vous dit « il est vivant ». Combien de temps vont passer ensuite, d'ici que vous le voyez, et à quel moment vous le retrouvez? Est-ce que vous pouvez me raconter le contexte, en fait, puisque c'est quand même une histoire? Écoutez, j'ai dû quand même monter rue Ramet et voir si je pouvais rentrer dans l'appartement. Et c'est là que j'ai trouvé occupé par... c'était une sœur à ma mère. Habitait rue Marcadet, pas trop loin, toujours dans le 18e, ça se passe. Et ils ont dû quand même me trouver un coin pour me faire une petite place. Hein. Ils ne pouvaient pas me flanquer carrément à la porte. Mais par contre, ils ne lâchaient pas le morceau. Ils se chauffaient à mon compte, etc. Et le type qui est venu relever les compteurs, il me dit, mais madame, vous vous chauffez? Je lui dis, non. Il dit, cette pièce-là? Ah ben, je ne sais pas, elle est fermée. Hein, je n'avais pas la clé. Lui s'est fait fort de l'ouvrir, la porte, et on a trouvé qu'un radiateur marchait là-dedans. Eux se chauffaient, pas moi. Et on voulait me coller des amendes, parce qu'on n'avait pas le droit. Vous étiez déporté, vous rentriez, Ouais. et on vous présentait la facture. Hein.
Oui, 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 oui. Par contre, on a eu droit à des suppléments. Parce qu'on a été très étonnés en rentrant à Paris de voir qu'il y avait encore du rationnement et qu'il y avait encore les prix de l'alimentation et tout. On était vraiment. Et on croyait qu'on arrivait, vous voyez, tout était pas cher et qu'il y avait de tout. Pas du tout. Ça a duré un moment encore. La mairie nous octroyait un colis de suppléments alimentaires pendant un bon bout de temps. Ben, vous savez, il y a des gens qui essayaient d'en piquer. On vous octroie un supplément parce que Pour vous nous rentriez... requinquer, en tant qu'anciens déportés, on nous donnait un peu de lait en boîte, on nous donnait des... J'aurais pu vous dire ce qu'il y avait dans les colis. Mon mari vous avait parlé de l'Alvade d'Ardèche pour nous requinquer, mais il y avait eu aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la bourse à Dinard. Là aussi. Alors, un mois l'Alvade, un mois Dinard, en 2 mois. Surtout que je vous dis, on croyait qu'on avait le manger et le couvert. Donc, 1 litre de vin à midi, 1 litre de vin le soir. À la fin, on demande au maire de l'Alvade combien on vous doit. Parce que ça, on se disait, ça c'est pour nous. Je dis, mais rien du tout. On était honteux, je ne peux pas vous dire, on avait honte. On s'était laissé vraiment aller. Et il avait eu la gentillesse de nous prendre avec la gosse qui avait 5 ans. À quel endroit avez-vous retrouvé votre mari alors en fait? Ah, je le retrouve à Lutetia. À Lutetia, en allant lui porter un télégramme disant qu'on avait de mes nouvelles. J'y allais sur la pointe des pieds. Et j'ai poussé, c'est une espèce de porte à tambour. Je tourne, il était là prêt à partir, et j'arrivais. C'est fou. Et vous l'aviez trouvé changé? Oh, le pauvre, l'allure qu'il avait. Il ne pouvait pas se redresser. Il était prêt. Je vous dis pas l'aspect qu'il avait. Alors c'est curieux parce que parmi tous les gens qui nous interviewent, ils ont chacun une optique. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous en nous demandant si on avait repris des relations physiques. Hein? Bah, dans l'état où on était, non, pas tout de suite. Par la suite, oui, puisqu'on a eu une gosse. Mais, et puis, je lui ai dit, vous savez, on a quand même eu 1 litre 140, des fois on se rencontre. Aujourd'hui, on a des jumeaux. Alors, à quel moment vous avez parlé avec lui de ce qui vous était arrivé? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? À partir de quand il a été possible d'évoquer tout ça? Est-ce que vous l'avez fait tout de suite? Lui, oui, puisque je vous dis, il m'a immédiatement posé la question déjà, à savoir si j'avais accepté certaines choses contre une tranche de pain. Je lui disais, je peux être tranquille, hein, parce que ça ne m'aurait pas sauvée. Et je voulais pas avoir de mauvais souvenirs. Si, par hasard, je rentrais. Et puis peut-être que j'ai pas le tempérament pour. Mais je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui l'a fait. Chacun est dans sa peau. Et vous avez échangé tous les deux? Vous avez eu des échanges tous les deux? On en a parlé pas mal. D'ailleurs, c'est très curieux, mais il a un ami à lui, dont la femme actuelle et même la précédente m'a dit, te laisse pas bouffer la tête. Parce que ces femmes-là ont du mal à comprendre que quand on se revoit, à un moment donné, il y a des choses qui reviennent. Vous savez, les anciens combattants. Et j'ai essayé de ne pas me laisser embringuer là-dedans, parce que l'oncle de mon mari, le frère de son père, avait fait 14-18. Et il nous saoulait avec Verdun. Il avait eu une patte en moins. Hein. Et j'ai dit, je ne veux pas me transformer comme ça, je ne veux pas barber les gens tout le temps. Il y a des moments, on est souvent quelquefois à table avec ce garçon-là, un détail revient, et hop, tu te rappelles quand? Tu te rappelles quand? Bien sûr, bien sûr.
À partir de quand vous avez commencé à en parler au-delà de la sphère du couple? Je veux dire, par exemple, votre belle-mère, vos Non, proches. très difficilement. Et très difficilement, d'autant plus que le frère de mon mari, sa femme est la seule rescapée parce qu'elle est venue vivre en France et toute sa famille a péri là-bas. Alors, je ne pouvais pas lui parler des horreurs, hein, je ne pouvais pas étaler ça. Puis en général, on s'est dit, tous ces gens-là vont jamais nous croire, vont jamais nous croire. Mettons-nous à leur place, celui qui ne l'a pas vu de ses yeux. Et à partir de quand vous avez donc parlé et à qui vous avez parlé de tout ça? On a explosé à partir du cinquantenaire, je crois, un petit peu. Et il n'y a que réellement 2-3 ans où on témoigne. Parce qu'il y a eu des négationnistes. Alors ça nous a vraiment fait sortir de nos gonds. Là c'était un peu trop. Et je me suis rendu compte que loin de barber les enfants, bah pas du tout. Ils préfèrent ça à un bouquin. Parce que jusqu'à l'épisode négationniste que vous venez de mentionner, et donc toute une scène publique très, très tendue et très difficile, vous avez gardé ça pour vous? Il y a qu'entre anciens déportés, Ginette, Dora, vous voyez, son copain Bello, le Mouyal, je vous ai parlé. Entre nous, on se comprend, on l'a vécu. Et est-ce que vous aviez vu la série Holocauste ou Shoah de Claude Lanzmann, par exemple? La moitié, c'est un ami qui nous avait emmené le voir. Et puis à l'entracte, on est parti et on s'est dit que c'était quand même pas mal indigeste. Ça faisait beaucoup. Et justement, à propos de ça, il y a Holocauste d'un côté et il y a eu 2 films plus légers. Et des gens les ont critiqués. Pas moi, je vais vous dire pourquoi. Bon, il y avait l'italien là. La vie est belle, hein. Puis un autre, c'était le train de je sais pas trop quoi. Ça avait été traité un petit peu humoristiquement. Moi, ça me dérange pas, je vais vous dire pourquoi. On en parle encore. Plus ou moins bien. Tout le monde n'a pas la possibilité de digérer Holocauste. C'est beaucoup. Je sais pas, ça fait 8 heures de film, un truc comme ça. Alors, que là, bon, malgré tout, bon... Un petit peu. Tant qu'on parle un peu de mes copines, ça va. Alors, dans votre vie actuelle, hein, donc depuis quelques années, il y a une scène de témoignage qui est celle de l'école, et Oui. j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est venu d'une drôle de façon. J'ai une amie dont la fille a un professeur d'histoire. Comment ils en sont venus à parler? Elle a dit, oh, ben moi j'ai des amis qui ont été déportés, la jeune fille. Elle nous présente Madame Le Guenec, quelque chose comme ça, et elle nous demande si on veut venir à des poses de plaques dans des écoles, des trucs comme ça, ou même. Et c'est elle qui a commencé à nous lancer. Elle dit, ce serait utile. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Enfin, elle nous a eu. Hein? Sinon, on a mis vraiment beaucoup d'années. On a eu tort, mais bon, on essaye de rattraper un petit peu le temps perdu et de le faire encore assez vite. Mais c'est du bouche à oreille. Après, il y a un prof qui en a parlé à un autre, d'une autre école, ou d'une autre classe, ou de... Voilà comment c'est venu. Moi, jamais j'ai mis une annonce, voulez-vous que je vous raconte ma vie? Jamais. Alors, quelquefois, j'ai un coup de fil à la maison. Est-ce que vous pourriez pas ceci, cela? Je dis, si vous pensez que ça sera bien, ça sera utile, d'abord, est-ce que les gosses sont prévenus? Et d'un. Comment réagissent les enfants ou les adolescents que vous côtoyez? Je veux vous reparler de la petite Rwandaise, entre autres, parce c'était à l'école, comment s'appelle cette école en banlieue, là? Ça m'en reviendra. Dans l'assistance, il y avait cette rescapée du Rwanda qui avait eu tous les siens massacrés. Bon. À la fin, elle pleurait. Mince.
Et puis, elle nous demande notre nom. Est-ce que je peux vous écrire ou vous téléphoner? Je dis oui, il n'y a pas de raison. Elle nous téléphone au bout de quelque temps. Vous savez que j'ai eu mon bac grâce à vous. Je dis comment ça? Elle dit oui, j'étais complètement désespérée et vous m'avez prouvé qu'on pouvait revivre malgré des horreurs. Eh bien, j'ai dit, on ne s'est pas déplacé pour rien, ne serait-ce que ça déjà. Vraiment, ils sont gentils, ils sont mignons, mais on essaye de ne pas les barber, que ce ne soit pas trop lourd. De temps en temps, on leur sort une ânerie, ça détend l'atmosphère. Vous voulez dire une blague? Oui, pour que ce soit digeste. Alors une autre question concerne la manière dont vous avez été accueilli par la société française. Ah ben je vais vous le dire. Toute la question de Voilà l'accueil. voilà une question qu'elle est bonne. Je peux vous dire que mon boucher, en face de chez moi, rue Ramet, m'a dit « De quoi vous vous êtes mêlés, vous? C'était pas votre pays. » Et d'un. Madame Maravreuil qui avait pillé chez moi. « Ah, c'était chez toi ?» Et deux. Mon oncle qui m'avait embêté 2 années avant de quitter les lieux. Et 3. Si vous voulez, et puis il y avait les gens, malheureusement, qui n'avaient pas vu revenir les leurs. Ben, ils nous regardaient drôlement. Il y en avait qui avaient des doutes. Qu'est-ce qu'on avait bien pu faire pour rentrer? C'est pénible, vous savez, c'est dur à supporter. Et on comprend un peu, et on comprend ces pauvres gens. L'accueil, si, l'accueil il a été formidable par le maire de l'Alvade, par la maison de Dinard. Ils ont cherché à nous requinquer. Parce que là, on est en 1945, et donc ce sont des gens qui n'ont pas idée de ce que vous avez vécu, à qui vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, vous n'avez pas encore la force de parler de ce que vous avez vécu. Bon, on a une drôle d'allure. Et vous pensez qu'ils ne vont pas vous croire, c'est ce que vous dites, mais qui vous reprochent de revenir finalement. Pratiquement. Pratiquement. L'autre, là, qui a fait du marché noir, là, il a un petit peu honte quand même sur les bords. Hein. C'est moi qui suis allée faire de la résistance. Vous, la fille d'immigrés polonais. Ouais. Et lui, le français. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Là aussi, il y a une question, c'est que c'est vos biens. Comment... que sont devenus les biens, les choses que vous possédiez, les petites choses que vous possédiez avant de partir? Attendez, je pense qu'il y en a une partie qui a été pillée par des gens bons, mais il y en a une grosse partie qui a été débarrassée par les Allemands. Ils avaient flanqué les scellés, déjà, tout de suite. Hein. Ils ont dû bien se servir. Moi, comme une gourde, il y avait un malheureux piano droit Roblot dans la salle à manger hein, chez nous. Quai de New York, qui avait un grand hall avec des pianos qui n'avaient pas été encore embarqués. Ils devaient partir en Allemagne, certainement. Ils n'ont pas eu le temps de les embarquer. Et on me dit, tenez, venez reconnaître vos pianos. Comme une andouille. Il y avait des gens qui tapotaient 2-3 notes. Ah, c'est le mien. Hein? Ben, je suis sûre que c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai pas vu mon petit Roblot noir. Eh ben, j'en ai pas eu de piano. Et votre mobilier, qu'est-ce qu'il Ah est bah le devenu? mobilier, il y a ma table de salle à manger, des chaises, peut-être un lit et tout, qui avait été vendu, je pense, peut-être par mon oncle, ça l'encombrait, hein, ça le gênait. Lui, il est rentré dans un appartement, ou peut-être qu'on était embarqué aussi après tout, vide. Il a amené ses meubles de la rue Marcadet, il les a montés 34 heures à mai. C'était mieux. Et ça vous appartenait. Alors que l'appartement, il n'était pas en propriété, il était qu'en location. Mais c'était quand même chez Monclay, qui était 60 rue de la Boétie. Je suis allée le voir, cet homme-là. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Elfan, c'était bien votre locataire. Et j'habitais avec lui. Donc, je reviens chez moi. Ça veut dire que vous aviez un contrat de location et qu'en principe, il n'était pas suspendu.
Il n'était Bon, pas rompu. je pense que quand même l'oncle avait dû payer des loyers entre-temps. Hein. S'il voulait le garder, il fallait qu'il paye des loyers. Mais bon, ça c'est encore une autre affaire. Ce qu'il voulait, c'était y rester, c'est tout. Parce que concrètement, quand vous rentrez, vous êtes à la rue. Oui, pratiquement. Et comment vous faites alors? Mais écoutez, est-ce que j'ai couché où? Est-ce que j'ai couché? Bon, chez ma belle-mère, la pauvre, si elle avait un petit canapé pliant, ils avaient un grand lit dans un angle de pièce, et puis il y avait une sorte de canapé pliant dans un autre, et il y avait un truc extensible, ils vivaient à 4 là-dedans, hein, qui était à cheval sur la petite cuisinette et la petite entrée. Un truc... Je vous dis pas. Et qui vous aide à refaire votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un tiers qui va vous venir en aide pour vous On reconstruire? a essayé de... Mon mari a essayé d'apprendre... son frère disait qu'il était maroquinier. Il nous a fait acheter un petit matériel. On s'est rendu compte vite qu'il n'y connaissait rien. Il est rentré dans une école pour apprendre à être culottier. On s'est embêté là-dedans, c'est pas croyable. Et puis finalement, il s'est lancé à faire des marchés, mais pas avec une voiture. Les sacs de marchandises, on allait à Bicêtre, là aussi on gelait le matin. Bicêtre, je vais mieux vous dire, c'est pas rien l'hiver. Il a appris à l'époque, il y avait peu de trains. Il couchait dans les halls de gare à faire les marchés. Il n'a pas démarré avec des camions 5 tonnes. Hein. Et vous avez retrouvé un logement dans quelles conditions? Comment vous êtes logé à ce moment-là, après avoir... Écoutez, je suis restée rue Ramet jusqu'à, je crois, 49. Jusqu'en 49, je suis restée rue Ramet. Après, on a fait un échange encore idiot, parce que des gens qui étaient cités d'Angoulême nous laissaient une cave avec un tas de charbon. J'ai dit, on ne va pas trimballer du charbon. J'ai du charbon cité d'Angoulême, vous avez du charbon rue Ramet. Bon, on échange. J'ai échangé un vrai tas de charbon contre un truc. Il y avait une couche de charbon en dessous, rien que des tessons de bouteilles. Non, alors l'accueil, vous m'en parlerez. Et donc, à ce moment-là, vos relations avec les institutions, avec l'État, avec les mairies, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour vous? Est-ce que vous vous adressez à ces services? C'est-à-dire que nous, on a pensé qu'il y a une chose à travailler. Après, on s'est fait engueuler par nos copains en disant comment? Vous faites rien, vous demandez rien? Au bout de 4 ans, je crois on s'est réveillé, on a commencé à faire des démarches. Bon, on est pensionnés aujourd'hui. D'autant plus qu'on était militaires, finalement. Donc, ça c'est vite... Mais pendant 4 ans, on n'a pas tellement pensé à réclamer quoi que ce soit. On y allait à la bagarre. Et ce que vous avez obtenu, c'était une pension à ce Oui. moment-là. Oui, oui, oui. Et Une pension, par exemple, si on est venu avec le 76 jusqu'à chez vous, c'est parce qu'on est des cartes double barre, on a le droit jusqu'à 30 km autour de Paris. Un truc comme ça, vous voyez. Bon, on a quelques petits avantages. Si je veux rentrer dans un musée et j'ai une carte blanche, bon, vous voyez, des conneries comme ça. Et est-ce que vous avez envisagé à un moment dans votre vie une question, par exemple une question d'indemnisation, puisque vous avez travaillé... C'est fait. Ça s'est fait à quelle époque? Ils appellent ça... Oh! Écoutez, on a dû recevoir en 2002 les 2 tiers d'une indemnisation et en 2004 le solde, le dernier tiers. Mais heureusement qu'on était encore en vie, hein. Et alors c'est quelle indemnisation? Est-ce que vous pouvez nous décrire? Ça s'appelle la Flemskonferenz. Ce sont les Allemands eux-mêmes, Wiedergutmachen, à nouveau bien faire, hein, bon, un tas de papelard comme ça, qui nous ont posé une foule de questions. Et une fois qu'ils ont reconnu que ce qu'on leur répondait, ça avait une tête de vérité, bon, ils ont donc, au bout de pas mal de temps, débloqué des fonds. Alors, ils les ont pris aussi chez les grosses usines qui ont profité du travail d'esclaves, à bon compte.
On leur coûtait vraiment pas cher. Voilà pourquoi on a été indemnisé. C'est ça, à l'époque, une main-d'œuvre offerte Ah bah à oui, Auschwitz, c'est avec 6 un bol de D-marks soupe, par c'est jour, pas cher, hein. et le prix d'un détenu, c'est 30 centimes, d'après les travaux qui ont été effectués, enfin en général. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une indication du montant Du des montant. pensions, par exemple? Si vous voulez, oui, on a dû recevoir, la première fois, je vais vous parler hein, en ancien franc, tout à fait. On a dû recevoir en 2002 quelque chose comme 3 millions. Et puis 1,5 million en 2004, ça fait 4,5 millions en tout et pour tout. C'est fini pour solde de tout compte. Donc ça, c'est 45 000 francs français, hein? C'est ça? 4,5 millions? 450, oui. 45 000 oui, francs français oui, pour oui, solde oui, de tout compte. oui. Et la pension, elle s'élève à combien? Ah ben alors ça c'est autre chose. Ça c'était l'indemnisation de travail d'esclaves payée par les Allemands. Oui. La pension française, il y avait eu des trucs, combien ça peut faire 1000, attends, que je vous dise pas de bêtises. Mais elle est assez compte. C'est quand mon mari a été reconnu davantage esquinté que moi à l'époque. Combien il a? Je vous dis une bêtise. 1,5 million, et puis 1,2 million de moins, un truc comme ça. Non. Par an, vous voulez dire? Non. Non, alors dites-moi. Par mois. Et c'est une pension basée sur le grade de sergent. D'accord. C'est du militaire. Et ça, c'est à quelle époque, à quel moment vous avez commencé à toucher ce... Je vous dis... Vous savez pas? Je vous dis, on a mis 4 ans à s'en occuper. C'est ça, c'est la fin des années 40, début des années 50. Ah, on est non, 45, on est rentré. Voilà, en 50. Un truc comme ça. Parce ils nous ont dit que vous êtes complètement abrutis. Les copains nous ont dit, mais c'est idiot ce que vous faites là. Est-ce que vous est arrivé, alors, après tout ce que nous venons d'évoquer au cours de cet après-midi, de désirer revenir sur les lieux? On y est allé pour le 50e anniversaire de la libération des camps. C'est la première fois qu'on remettait les pieds sur la rampe, là où les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ça n'a pas été rien. Et puis ensuite, il y a eu Emmanuel Finkiel qui a fait son voyage. C'était la deuxième fois qu'on retournait sur les lieux. Il n'est pas retourné depuis. Et dans les deux cas, est-ce que c'était votre décision ou est-ce que, bien sûr, c'était votre décision, mais ça se faisait dans un cadre, hein, c'est Mon ça? mari a passé son temps à me dire faudra qu'on y retourne en homme libre. Faudra qu'on y retourne en homme libre. J'ai entendu ça, puis on s'est décidé. Au 50e, on dit ben on y va. Alors, il y avait, je ne sais pas qui avait organisé un voyage. On n'est pas allé tout seul, vous voyez. On y est allé avec un groupe. D'abord, c'était mieux pour le groupe lui-même de voir des gens qu'on avait fait partie. On pouvait leur donner quelques explications. Vos enfants et petits-enfants, qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur Ma dites? fille n'aime pas tellement qu'on en parle beaucoup. Elle commence à se réveiller maintenant parce que des gens lui posent des questions et puis qu'elle n'était pas fichue d'y répondre puisqu'elle ne s'y intéressait pas. Hein. Par contre, mes deux petites filles, surtout l'aînée, alors elle s'en occupe vraiment. Et j'essaye un peu de... Je voudrais pas que ça fasse des brouilles en famille. Vous voyez, je veux que ma fille et ses enfants vivent en paix. Hein, je veux pas qu'elle soit là à se tirer dans les pattes. Alors, quand la petite me pose une question, je lui réponds, mais je ne veux pas en faire des volumes. Dernièrement, elle m'a dit, écoute, mamie, moi, ça m'est utile pour ce que je fais en ce moment. Tu me donnes, j'avais tapé un peu le résumé de tout ça, pour moi, pour mon mari. Elle me dit, tu me le confies, j'en fais des photocopies et je te les rends. Moi, il n'est pas exclu que je ne fasse pas un bouquin. Alors ma fille me dit, oh, tu vas lui mettre le noir, tu vas lui faire voir la vie
Et un noir, ben j'écoute, la vie, on ne peut pas lui dire à 20 ans que c'est tout des roses. C'est une bagarre. Votre fille, elle est née à quel moment? Ma deuxième fille, Oui. ah, elle est née en 56. C'est-à-dire qu'elle vient d'avoir 48 ans. Et elle avait 17 ans d'écart avec l'aîné. On s'était demandé qu'est-ce qu'on fait, on va nous prendre pour des andouilles à avoir une gosse. D'ailleurs, le bébé, quand elle allait le promener, on lui demandait si elle l'allaitait. On pensait que c'était sa fille. Elle était toute contente. Donc vous avez une petite fille qui a une vingtaine d'années, hein, c'est ça? Oui, Voilà. Julie, Déborah, et la deuxième, c'est, elle est bonne, Laura Aviva. Alors peut-être une des dernières questions que je voulais vous poser, c'est au sujet de votre propre famille. Euh, Est-ce Les qu'il y a eu sœurs. des déportés? 28 personnes du côté de chez mon père. Donc, il y a un grand trou. C'est-à-dire ces 28 disparitions? 28, oui, oui, oui. Et du côté de votre famille qui vivait à Paris, est-ce qu'il y a eu aussi des arrestations? Une tante et sa fille. Est-ce que vous les avez revus? Non, non, elles ont été massacrées là-bas en arrivant. Hein. Donc au fond, aujourd'hui, vous et votre mari et votre fille et vos petits-enfants, c'est ça la famille. Oui, j'ai une jeune sœur qui a 10 ans de moins que moi, Oui. qui est à 60 km au-dessus de Nice. Alors, elle n'a pas eu d'enfant, elle a un mari qui est assez sauvage, ils ont d'ailleurs appelé leur maison la Sauvagie, c'est bien nommé. Et puis, si jamais le facteur il change de poste, eh ben, je ne sais pas comment ils auront leur courrier. Il y a une sorte de sentier qui tournicote et la boîte aux lettres se trouve plus haut. Donc, il faut savoir que monsieur et madame Lederman vivent là. Ils étaient un moment en immeuble, ils n'ont pas supporté les gosses, ils sont allés en vivre en pavillon. Et votre sœur, elle était enfant pendant la guerre. Elle avait. Ah ben ma sœur, la plus petite, a été sortie de Pithiviers par la Croix-Rouge, hein, et elle a été confiée à des fermiers. Ensuite, elle a atterri à Lyon, et chez la sœur aînée, c'est elle qui s'en est occupée, bon gré mal gré. C'était pas son truc non plus, les gosses, elle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou qu'on n'ait pas évoqué et que. Je vois mal. Si jamais il vous manque quelque chose, vous avez notre adresse, notre Oui. téléphone et tout. Je vous dirai ce que mon mari vous a dit. On est à votre disposition si quelque chose vous a échappé. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, en fait, c'est le moment où vous avez été tatoué, peut-être. Ah, Comment ça s'est ah bah, passé, c'était ça? l'abrutissement plutôt. L'abrutissement. Les cris, les chiens, les coups, on vous arrache tout ce que vous avez dans les mains. Donc le tatouage. Et puis se flanquer comme ça, se dévêtir devant tous ces bons hommes là, Mais on était déboussolés complètement. Complètement. Pour eux, on n'était rien, moins que rien. Et quelques déportés, après la déportation, ont envisagé, et certains l'ont fait, d'effacer cette marque. Bah écoutez, moi j'en vois pas tellement l'utilité parce que j'ai honte de rien. Et puis en plus, la plupart du temps, on a des manches. Hein. Et puis même, peut-être qu'il viendra à l'idée de mon mari de m'offrir un superbe bracelet. Non, moi non, franchement, ça m'est... Non, bah justement, devoir de mémoire, ça en fait partie, le tatouage. S'il y a encore des rescapés et des gens qui en viennent, si je m'amuse et puis j'aurai une cicatrice, c'est pas plus beau. Non, non, c'est pas à moi avoir honte. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait du mieux que j'ai pu.
Tout à l'heure, vous aviez une phrase, vous disiez à propos de ceux qui vous avaient fait ça, vous aviez un mot. Ils se sont avilis. Eux se sont avilis. Eux qui voulaient vous avilir. Tout à fait. Les bestiaux, c'était pas nous. Ben, merci. Et je vous l'ai dit aussi, la phrase que le copain de mon mari a dit. Si tu ne parles pas, tu n'as pas mérité de rentrer. Quelqu'un d'autre aurait dû rentrer à ta place. Ça aussi, ça m'a décidé. Vous connaissez des déportés qui, au retour, ont été incapables de parler et qui, toujours, ne souhaitent pas parler, pour qui c'est trop difficile? J'en connais actuellement qui... ils ne veulent plus en parler. Ça vient d'eux, ça vient du conjoint, je ne sais pas. Nous, on est un couple de rescapés. Mais dans ceux qu'on connaît, il y a un rescapé et l'autre qui ne l'est pas. Alors, ils ne veulent pas être saoulés par ces histoires-là. En dehors des moments où vous témoignez, est-ce que ça vous revient tout ça? Et comment ça vous revient? Et qu'est-ce qui vous revient? Pour moi, j'ai pris le parti de regarder à la télé des choses qui me distraient, qui m'amusent. Alors que mon mari, lui, ne voit que des horreurs. Lui, peut-être, aura peut-être des cauchemars, peut-être. Moi, j'ai essayé de ne pas me laisser boulotter comme ça. Vous voyez? Je me tourne vers la vie. C'est ce que j'ai dit au copain, là, il s'est remarié avec une... Lui, il a 74 ans, un truc comme ça, il s'est remarié avec une poulette de 50. Bon... il me l'a dit, toi tu vas vers la vie. Ton mari, lui, il est orienté vers les horreurs. Du noir, les trucs moches affreux. Moi, je ne marche pas. Je ne veux pas dire que je vais voir que des âneries. Non. Mais si on m'annonce quelque chose qui va me divertir, pourquoi pas? Il y a suffisamment de raisons pour que dans la vie de tous les jours, j'ai à m'inquiéter pour ne pas en rajouter. Ne serait-ce que quand il faut soutenir le moral et d'un mari et d'une fille. Parce que ma fille a pratiquement la même tournure d'esprit que son père. Ben, quand vous êtes coincé entre l'arbre et l'école, faut le faire. J'ai peut-être encore une question, si vous me permettez, si on a un peu une minute peut-être, ou quelques minutes pour ça. Vous avez mentionné, votre mari aussi ce matin, des anciens déportés qui vivaient en Israël actuellement. Oui. Quel regard portez-vous sur ça, sur le fait... Je les comprends. Ils sont revenus, ils n'avaient plus personne. Et puis ils n'avaient qu'une hâte, c'était de fuir la France. Mais nous, on est rentrés, on avait chacun de la famille encore ici. Donc vous n'avez pas envisagé à aucun moment... Non, on a bien fait, on n'a pas bien fait, j'en sais trop rien, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas ce qui va se passer ou pas se passer. Je leur souhaite beaucoup de chance. Et je les comprends, ils n'avaient plus rien. Lui, mon mari avait son père et sa mère, son frère, sa belle-sœur, j'avais mes deux sœurs, j'avais encore un peu de monde ici. Et puis, la guerre, où est-ce que je l'ai faite? Pas en Israël, c'est ici que j'ai bagarré. Dans un sens, c'est là, alors que vous considérez comme loisible, souhaitable de témoigner aussi dans ce sens. Est-ce que c'est aussi pour témoigner que vous... Le témoignage, lorsque vous allez dans les écoles, concerne le pays où ça s'est passé. Et est-ce que vous envisagez le témoignage dans une perspective historique aussi? Comment vous... Je ne vais pas chercher si loin. Je suis beaucoup plus simple que ça. J'ai une autre question encore, peut-être, au sujet de cette langue que vous parliez à la maison. Le yiddish. Oui. Est-ce que vous parlez le yiddish aujourd'hui encore? Mon mari le parle très bien.
Moi, je parle comme une vache espagnole, mais je le comprends. Donc à la maison, avec votre mari, vous parlez... Un peu, il nous échappe quelquefois des mots intraduisibles autrement. C'est un peu spécial. Par exemple, Oh, une ânerie quelconque, bon, qui n'aurait pas le même sel. Traduit. parce que cette langue, c'est aussi... Bon, la déportation et le système concentrationnaire a été aussi un tombeau pour cette langue européenne, pour Ah, la oui. vie de cette langue. Il y a un retour du yiddish maintenant, D'ailleurs, je vais vous depuis dire quelques aussi, années. vous voyez ce qui nous ferait, mon mari et moi, un peu hésiter, question d'Israël. Là-bas, si vous y allez, que vous parlez yiddish, vous n'êtes pas tellement bien vu. Il faut parler hébreu. Et moi, l'hébreu, c'est du latin. Donc, c'est difficile d'apprendre quelque chose à nos âges, hein, attention. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes... Pardon, voilà. Bon, mais là, c'était... Je pense plus. Parce qu'il y a des jeunes qui se mettent à apprendre le yiddish maintenant Il aussi. paraît, C'est, ouais. il paraît. À Paris, Oui, oui. la bibliothèque Medem le fait. Oui, Enfin, oui, ouais, c'est oui, oui, un intéressant. petit peu partout. Ouais. Oui,